Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle production de Le Grand Soir sur Info TV, votre chaîne de télévision, édition de ce 27 mars 2025, qui jettera un regard sur la lutte contre le désordre urbain, avec un accent particulier sur la régulation du secteur des motos taxis, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui enregistre également des grincements de dents, des dérapages et autres, notamment avec les confusions entre les motos à usage personnel et les motos à usage de mototaxi et ces fameuses autorisations de circuler qui font également problème depuis un certain temps dans la ville de Yaoundé. Est-ce qu'on a pris le bon bout pour gérer la question des mototaxis dans nos cités? On le verra avec nos invités. Mais comme vous le savez, l'actualité l'impose. Nos invités diront également un mot sur les nominations décidées par le président national du RDPC, le président Paul Biya, au niveau du comité central. Les nouveaux titulaires sont connus. Également les chefs de délégation régionale et départementale qui ont été nommés. On dira un ou deux mots là-dessus pour rester collés à l'actualité. Accueillons dans le cadre de ce programme ceux qui ont réussi à braver les bouchons de fin de mois dans la ville de Yaoundé. Il paraît que vers la fin du mois, c'est toujours assez particulier en matière de circulation. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent et que tout le monde a trouvé un peu de carburant et tout le monde se retrouve dans la circulation? Dimitri Amba, le directeur de publication de Telegram News, est parmi nous ce soir. Dimitri, bonsoir et bienvenue. Merci à vous. J'espère que les téléspectateurs seront un peu plus cléments avec moi. Aujourd'hui, vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai eu ma partie avec ces téléspectateurs-là. Nous sommes là et merci pour l'invitation. J'ai cru que votre voix était également restée. Hein? Non, il s'agit simplement du climat. Vous savez, en même temps, on parle du chaud, froid et puis de la poussière un peu partout. Il peut arriver qu'on ait une voix rouillée, qu'on ait un chat à la gorge, mais ça n'empêche que le message puisse passer. C'est un peu la même conséquence, peut-être pas les mêmes origines, mais ce qu'on voit avec certains militants du RDPC qui ont certainement beaucoup crié le 24 mars dernier et qui, à la fin du mois, arrivent un peu. Oui, les militants, ils ont crié, ils ont beaucoup chanté Ayob, Ayob, Ayob. Il peut arriver donc entre la voix rouillée et la voix qui est cassée, vous voyez bien qu'il y a une différence. Ils ont chanté, ils étaient en joie, c'est tout bénéf. Hein. Lorsque vous avez une opportunité de célébrer votre champion, rien ne vous arrête. C'est avec allégresse, c'est avec joie, avec solennité et autres. On ne peut pas reprocher cela à ces militants-là. Et peut-être les autres pourront également copier ce qui s'est fait de ce côté, parce qu'aucune occasion n'est manquée par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, non seulement pour célébrer le champion, mais également pour célébrer les prouesses, les réalisations. C'est donc ce qu'on peut conseiller à tous les acteurs politiques de pouvoir saisir toutes les opportunités qui s'offrent à eux. D'accord, on parlera justement de ce Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec Angélbert Mfomo, l'activateur, tout nouveau rédacteur en chef de Capital FM. C'est le rédacteur en chef, pour ne prendre que cette casquette qui est nouvelle, qui vient s'ajouter à beaucoup d'autres. C'est le directeur de publication de l'activateur, de Breaking News et d'autres casquettes dans les milieux politiques. Toutes nos félicitations. Hein. Merci beaucoup Jean-Jacques Zé. Bonsoir à toi, bonsoir à Dimitri Amba ainsi que tous les autres co-panélistes qui sont confortablement installés, les téléspectateurs également qui nous suivent. Bonsoir à vous. L'audimètre me signale que l'émission connaît une ascendance totale et exponentielle. Je suis content d'être ici, même s'il faut quand même dire, il faut dire que j'ai eu des difficultés à arriver ici. J'ai eu des difficultés à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau des embouteillages, c'était pas facile de prendre des raccourcis, piquer par-ci, passer par-là, mais beaucoup plus au niveau des poubelles qu'on retrouve à tous les niveaux en bordure de route. Qui ont fini par il fallait que non seulement je jongle les embouteillages, mais que je supporte l'odeur nauséeuse et nauséabonde qui a envahi Yaoundé depuis un certain temps. Ça, c'était vraiment trop me demander de suffoquer, de supporter ces odeurs, de jongler les embouteillages. On se demande, que se passe-t-il dans la cité capitale?
Ben, vous n'avez pas de réponse? C'est une question. C'est vous qui posez les questions, mais je m'interroge. Je ne vous la poserai pas aujourd'hui. Je vous demanderai juste comment se porte Capital FM. Vous coordonnez la rédaction depuis quelques semaines maintenant, mais on vous attend au devant de la scène. On sait que vous avez toujours ces émissions interactives qui accrochent. On attend. Effectivement, je voulais d'abord stabiliser la rédaction pour laquelle, d'ailleurs, j'ai été nommé et Dieu merci, j'ai une équipe solide, une équipe forte avec laquelle je travaille. La rédaction est stable. La preuve, la qualité du journal grand format et des bulletins d'information. Maintenant que je trouve que la rédaction est stable, je peux maintenant aller vers les programmes et prendre un programme qui va d'ailleurs débuter la semaine prochaine, tous les jours, de 13h à 15h. L'émission que vous connaissez d'ailleurs, émission interactive appelée L'arbre à palabre radiophonique. Donc tous les jours, de lundi à vendredi, sous l'arbre à palabre radiophonique, nous allons marcher sur la cité capitale. Après, comme le matin, nous allons surtout naviguer et voltiger sur toute l'étendue du territoire. Nous marche entre 9h30 et 11h50. Il y a le journal de mi-journée. Tout à fait. 13h, l'arbre à palabre commence. On se met sous l'arbre à palabre radiophonique pour dire des choses, pour faire, pour papoter. Avec toutes nos félicitations et bien entendu toutes nos félicitations aux promoteurs de Capital FM 102.8 émettant depuis Yaoundé. Accueillons Maïriga Ibrahim El Hadj. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Jacques, bonsoir à mes co-discutants. Merci pour l'invitation une fois de plus. C'est un honneur de se retrouver là, n'est-ce pas? Tous les sujets pour lesquels nous allons traiter tout à l'heure, vous avez écouté les co-panélistes. Les déplacements difficiles. C'est pas du tout facile la ville de Yaoundé. Sincèrement, c'est pas du tout facile. Moi, j'étais obligé de changer de voiture pour arriver à l'heure. Parce qu'au niveau de Mélin, là, le mur du camp de la gare, au moment, je n'attends rien de ce parti. Mais comme j'aime le président pour bien, j'aime ce parti, mon devoir, c'est de dire la vérité. Parce que le président pour bien lui-même, souviens-toi, il a toujours demandé, aidez-moi. Et s'il y a le premier... Vous êtes convaincu qu'aujourd'hui on ne l'aide pas beaucoup. Hein? On ne l'aide pas en disant de contre-vérité. Je vous assure. Puisque le président, depuis le coup d'État manqué, vous savez, lui il est à l'intérieur de la présidence, il n'est pas seulement mobile comme d'autres chefs d'État que nous voyons un peu partout. Donc le peu de sorties qu'il fait, il ne peut pas. Si on ne lui remonte pas des renseignements, parce que c'est nos bourreaux, nous, peuple camerounais, le bas peuple, c'est eux-là qui remontent le renseignement au président pour le bien. C'est eux qui filtrent le renseignement. Mais si nous, les militants convaincus de la première heure, le rêve que le président pour nous a vendu, essayons de dire, peut-être en passant comme ça à côté de la télé ou assis dans son salon, il veut nous écouter. Que vraiment cette fête-là, oui, si on était sérieux. Sérieux, la jeunesse, c'est ça. S'organiser. S'organiser à ramasser, n'est-ce pas, à déblayer, à assainir la ville au moins, même pour 2 jours. Et on lançait la fête. La population comprend, mais non. Le RDP, sinon, ce n'est pas nos dirigeants. La jeunesse sont soucieux au moins de faire quelque chose. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent investi dans le cadre de ces différents meetings. Voilà. Les concerts géants, les artistes, les agapes et autres locations de chaises, de tentes, de ci ou de ça. Alors, on louait au moins des petits picots, des ceci, tout ça. Des tricycles, on peut, s'il n'y en a pas, on peut en louer. En louer, faire quelque chose de bien. Et que quelque chose reste à l'occasion de cet anniversaire-là. Voilà. Merci beaucoup, Maïliga Ibrahim, pour cette contribution. On va rapidement parler du RDPC. Benoît Feudieu, communicant du RDPC, va nous rattraper d'une minute à l'autre. Il nous dit justement qu'il est en train de subir les conséquences dans la circulation aujourd'hui. Alors, le président national a procédé à un déploiement de cartes avec des gens qui ont été promus au comité central, membres titulaires du comité central. Il y en a qui sont devenus chefs de délégation départementale, chefs de délégation régionale. En ce moment, à l'approche de l'élection, on peut lire quoi derrière ces redéploiements décidés par le président national du RDPC? L'analyse politique, ou alors l'analyse d'activation politique que je ferai suite à ces nominations du président national au sein de son parti politique, un parti politique proche du pouvoir d'ailleurs, c'est que premièrement, il n'y aura probablement plus le congrès tant attendu.
Peut-être au regard du temps, parce que l'élection présidentielle approche et le LA a été lancé déjà pratiquement en interne depuis le 24 mars. Le 24 mars, il faut voir le déploiement du parti sur toute l'étendue du territoire national et même à l'international. Vous allez constater que c'était vraiment à vos marques près pacté. Alors, on n'a plus le temps de gérer le congrès et ces petites blessures que cela peut entraîner, puisqu'il faut être focus maintenant sur l'élection. Ça, c'est la première chose. La deuxième lecture, c'est que il faut revivifier le parti. Il faut le redynamiser parce que à certains postes, la vacance de certains postes de responsabilité au sein des délégations permanentes régionales et même, pourquoi pas départementales, paralyser un peu le fonctionnement du parti. Voyez-vous, il y a eu des cas de décès, c'est le cas de camarades militants dont a besoin le parti, dont a besoin le pays et dont ont besoin les populations pour leur épanouissement politique. Maïrika, comment comprendre ce déploiement aujourd'hui? Il y a quelques noms qui peuvent marquer l'attention des uns des autres, mais le moment choisi par le président national qui pourrait signifier qu'il ne faut plus s'attendre à un congrès. Moi, je dirais tout ça pour ça. Toute cette attente, longue attente. Pourquoi pas un particulier? Pourquoi pas le congrès? Qui est quand même un moment de... Parce que le congrès, avant un congrès, il y a des rencontres dans les couloirs. Vous comprenez? Le débat est animé quand nous voyons dans d'autres pays où la démocratie vraiment est vivante. On est d'accord? Oui. On ne peut pas accepter ça. Que quelques groupes d'individus se réunissent et décident de partager le petit gâteau. On présente au président national, c'est celui-ci, parce que la plupart de ces gens ne le connaissent pas, ça c'est vrai. On le présente, c'est quelque chose qui est concocté au niveau du comité central. On sait ce qui se passe, on distribue ça aux amis. Parce que j'entends dire, militant convaincu ou convaincant, quand tu es déjà ministre, tu es directeur, tu ne dois pas être convaincu comment? Ou convaincant comment? Ou convaincant comment, mon cher ami? Disons-nous de vérité. Et on sait, la plupart de ces gens ont porté, n'est-ce pas, comment on appelle les casquettes ou la tenue du RDPC, les écharpes, dès que le décret sort. On court, on va chercher les fusils à l'avenue, quel est du président Paul Biya, on l'a fusillé à la maison. Hein? La tenue du parti, là, c'est où? Allez vite. On sait comment on devient militant dans notre parti. C'est pour ça que nous, les militants de la première, comme les Messanga me dit, les militants de la première vont mourir le moyau. On ne les ressent pas aujourd'hui. Donc moi, je me dis, sincèrement, on a manqué l'occasion de prouver que le RDPC est un grand parti tel que nous voulons. À travers un congrès. À travers même des primaires, qu'on accepte la candidature de d'autres, même si c'est pour simuler, Jean. On est d'accord? Il faut dire que lors du congrès, on entre au comité central par élection ou par nomination. Il y a deux voix, mais au moins il y a un engouement. On a besoin que ce soit par élection, parce que le mot démocratie là qu'il y a dans le RDPC n'est pas là au hasard. C'est le bref vendu par le président Paul Biya. Ça dit, il fallait, n'est-ce pas, animer cela, que chacun vienne prouver et justifie. Sa présence dans le nez, c'est pas parce que tu es nommé, tu deviens tout de suite, n'est-ce pas, un grand militant, comment on appelle personnalité ressource, parce que tu es le porteur de sac. Tu vas au village, même le président, comment on appelle de la section de ton village, ne représente plus rien, parce que c'est toi qui viens avec le gros moyen. On voit des jeunes ministres qui avaient été rien avant, dès qu'ils sont nommés, c'est eux qui sont les porteurs de ressources chez eux, ils vont distribuer des centaines de millions partout. Et quand on accuse que tous ces gens-là travaillent, puisent dans la caisse de l'État, au nom du parti, ou pour le parti, pour le bien du parti, les gens trouvent toujours à dire que non. Donc nous avons manqué l'occasion de prouver que le RDPC est un grand parti. Le président Paul Biya, même fatigué pour venir juste à l'ouverture, on est d'accord. On l'avait vu avec Charles Ndoumba. Souvenez-vous, Qui avait eu de la peine à... qui avait eu de la peine, où il a dit, monsieur le président, on vous attend. Allez au lycée. Vous vous souvenez de ça? On faut dire, n'est-ce pas, au niveau de la tribune, c'est levé pour bien. Tout ça, c'est des bons trucs à voir pour un parti. Mais on a raté l'occasion aujourd'hui de le faire. Ça a une nomination, et puis ça va passer comme ça.
comme la nomination de l'autre que vous avez dit quand même, Jacques Boyer. Sincèrement, est-ce qu'il manque de personnalité, de jeunes dynamiques? Donc, vous allez comprendre. Le président de la République, je ne suis pas sûr, la fois passée, la campagne présidentielle, il était à Marois. Pour lui, c'est 40 combien de minutes. Cette fois-ci, je crois qu'il n'ira même pas. Et quand il décide... On ne fera pas la futurologie. Voilà, on ne fera pas, mais c'est ça, difficile. Voilà. Quand on désigne aussi une personnalité comme ça, déjà fatiguée. Donc, vous comprenez que quand les autres disent que c'est déjà une élection déjà gagnée d'avance, tout ça, nous attirons le problème pour rien. Il y a des jeunes. Que le sera, le RDPC? Est-ce que le RDPC suivra le président Paul Biya avec toutes ces choses? Je vous assure, il y a des mécontents aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai eu des coups de fil partout. Il y a des mécontents qui s'attendaient au moins. Avec le membre du comment on appelle le comité central ou membre titulaire ou membre du bureau politique sont nombreux. Mais comme c'est quelque chose qui s'est préparé dans un sous-cabinet, c'est le choix du président national. Bonsoir monsieur Jean-Jacques Zé et à tout votre panel. Tout ce qui se passe en ce moment, ce sont des signes de fin de règne 2025. Si 42 ans, même dans leur propre camp, ils se combattent, alors profitons et allons nous inscrire massivement au pays, ou même les morts appellent à la candidature. Incroyable, mon cher pays. Belle émission, Thierry de Docbom, le plus 218. On retrouvera les traces tout à l'heure. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Bonsoir à ton panel. Je pense que la nomination de M. Timevuna est plus stratégique qu'autre chose. Ce qui me semble avoir été mis en avant est le capital sympathie pour le travail très apprécié qu'a fait ce monsieur comparativement à M. Messi, le super maire, qui est très critiqué par les populations de Fundi et même de l'intérieur du RDPC pour sa gestion de la cité capitale. Kalista, l'homme de Yaoundé, qui pense que c'est un choix stratégique qui a été opéré avec la nomination de Gilbert Timevuna à la tête de la délégation régionale du RDPC pour le centre. Dimitri en bas, le chef de l'État, président national du RDPC, rabat les cartes en ce moment. Le militant de première heure indique toute sa déception. Il aurait voulu qu'un congrès se tienne, que la compétition démocratique se joue, que ceux qui méritent soient accèdent au comité central en passant par des voies électorales, sans oublier que même pendant le congrès, il y a des membres du comité central qui sont nommés par le président national. Disons que le président national du RDPC jouit là d'un pouvoir discrétionnaire. Il s'agit bel et bien des nominations. Et je crois que c'est appuyé. Il y a des articles qui ont motivé cela. Le document du secrétaire général du comité central, dans son communiqué, le ministre Jean est assez clair. Oui. Le président s'est appuyé sur un certain nombre d'articles pour procéder à la nomination de ses responsables, de ses militants. Vous savez qu'il y avait des vacances, que ce soit à la délégation régionale à l'ouest, après que le sultan soit parti. Oui. Au niveau de la Damawa, El Mohamedou Abo, qui n'était plus. Aussi. Vous avez à l'est, le passage qui est parti. Voilà. Vous avez donc, et même au centre, Jean-Bernard Ndongo qui sont partis. Il fallait bien que l'on puisse renflouer, qu'on puisse pouvoir à ces postes-là. Ceux qui ont été nommés, ils ont du pain sur la planche. Ils doivent véritablement mouiller le maillot. Maintenant, on aurait pu aller au-delà de cela. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes que vous voyez. Vous voyez par exemple ce qui est fait au Mayo Tchanaga, du côté de Mokolo, avec des jeunes responsables qui travaillent, qui mobilisent et autres. Mais puisqu'il s'agit des nominations autour de Manaouda Malachi, les mobilisations sont impressionnantes. C'est impressionnant. Vous allez par exemple au niveau de la section Fundi 6, vous voyez ce que fait le président de la section Jarioki Onana. Vous allez à Yaoundé 5, mais puisque c'est discrétionnaire, le président a pris sa responsabilité, son pouvoir pour nommer X ou Y un certain nombre de responsabilités. Maintenant, vous savez également que depuis la présidentielle de 2018, il y a des personnes qui ont mouillé le maillot, qui attendent d'être également promues. C'est-à-dire que au-delà du parti, il y a également la machine gouvernementale, ce qui, je ne veux pas dire grippé, mais qui a besoin d'être rajeuni. On a besoin de redynamiser de ce côté. Il y a des responsables, encore en fonction aujourd'hui, qui ont perdu dans leur fief, qui n'ont pas eu des scores honorables. Il y a des personnes qui se sont battues, qui sont mouillés, aussi qui attendent, comme dit le militant de premier, à ce que un petit morceau de gâteau tombe. C'est de cela qu'il s'agit. Lorsqu'on mouille le maillot,
lorsqu'on travaille pour un parti, lorsqu'on met des bâches, lorsqu'on installe les chaises, lorsqu'on est sous la pluie, lorsqu'on va transporter, vous avez évoqué les tricycles, il faudrait quand même qu'au bout de l'effort, que vous sentez que vos efforts sont reconnus et que vous soyez récompensés. Ça se passe comme ça partout. Ailleurs, pour être nommé ministre, pour être promu en certain type de responsabilité, il faut d'abord être un élu. Ils sont nombreux parfois lorsqu'il y a des consultations, qui laissent leur poste, qui laissent leur fonction pour aller concourir à la base. Mais là, on a pris un certain nombre de responsables, certains qui sont visibles et donc qui sont invisibles. Vous avez par exemple dans la Mofou Akono, il y avait un souci de ce côté, mais bon. Il y avait une grosse bataille. Il y avait une grosse bataille. Après, Atonakuna, Oui. qui a connu les problèmes judiciaires, il est parti. Derrière, il fallait savoir qui entre Madame le ministre Abena Et le ministre de l'eau. Louis Somba était le boss. Il fallait bien qu'on tranche. Voilà. Vous allez par exemple au niveau de la Léki également. Et il fallait bien que l'on tranche à ce niveau. Vous avez par exemple à l'Est le vice-président, celui qui assumait par exemple l'intérim après que le passage Jean-Denis Mongi Souzomba soit parti. Maintenant Wangolo qui a eu mal à partir, qui a eu tous les problèmes, cassés par exemple au niveau du Sénat, au niveau de la région de l'Est, il n'avait plus presque parole. Et finalement aujourd'hui... Qui a perdu son poste au niveau du Sénat, qui a perdu son poste de PC à l'université de... Qui a tout perdu. Berthoudin la foulée là pratiquement. Dans cette bataille-là, il y a... Le chef de l'État a choisi Joseph Lé pour cela. Donc on s'attendait par exemple à Badel Dangadiga. Donc on s'attendait à Benjamin Amama. Je donne les noms comme ça. Je donne les noms comme ça. Parce que vous savez au niveau de la Damawa, après que Ouamadou Abo soit parti, d'autres ont commencé à évoquer un certain nombre de noms d'anciens ministres et autres. On a finalement choisi Théophile Baoro, qui était vice-président à l'Assemblée nationale. Donc le jeu n'est pas terminé. Et j'étais encore dans une émission où je disais, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes avant-coureurs de ce que quelque chose se prépare. C'est quelque chose qui se prépare, c'est que on va d'abord mettre des responsables à des fonctions qui vont se déployer sur le terrain. Après cela, je suis sûr, entre les jours qui vont suivre, vous allez vous rendre compte que ceci, véritablement, annonçait les couleurs. Les couleurs, c'est quoi? Le parti à mouvement. Le RDPC est sur le champ, le RDPC est sur le terrain. Pour ceux qui attendent encore la convocation du corps électoral, pour pouvoir se retrouver à battre campagne et autres, le RDPC bat campagne tous les jours. Et vous allez voir après la nomination de ces responsables, certains iront à la base pour remobiliser les troupes et remercier le chef d'État par une motion de soutien en l'appelant à être leur candidat en 2025 en octobre, comme cela a été au cadre de la célébration Donc des ça 40 ans du va RDPC. se revivifier. Ça va bouger. C'est comme ça va bouger. C'est comme utilisé lorsqu'il prend la casquette de militant du ça va bouger. Alors beaucoup de messages qui viennent de l'étranger, qui veulent savoir si on peut lire quelques-uns de ces noms. C'est assez long, mais on va peut-être présenter ceux qui sont entrés au comité central. Il y a Abdoullah Gadi, Aboubakar Al-Fati, Mokhtar Amadama, Madame Zintiem Abodio Marthe Félicité, Monsieur Betty Assomo Joseph, Madame Nguene Pauline Irène, Monsieur Jodom Armand, Monsieur Lé Joseph, Monsieur Ndjilasi Innocent, Abdoulaye Yerima Bakari, Monsieur Taïga, Monsieur Ngale Bibeye Jean-Enes Massena, Monsieur Maïrobe Gabriel, Monsieur Ibrahim El Rachidine, Monsieur Fayengo Francis, Madame Yassonde Achidi Judith, Madame Monsieur Angwafor Frou Azat, Madame Mba Acha Formidam Rose, Monsieur Monkam Nietzsche Jean-Fabien, alors il était pour le comité central. Il était au comité central, mais il n'était pas titulaire. Il n'était pas titulaire. Voilà, Monsieur Fongan Bernard, voilà également une récompense pour quelqu'un qui mouille le maillot depuis des années. Et puis il y a Quinche Albert. On accueille Benoît Fédieu, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On est entré par l'actuel. Il aurait pu être récompensé. On regarde le travail qu'il a bas sur le terrain. Oui, il aurait pu être récompensé. Il ne peut être pas le mot. Je pense. Bonsoir Benoît. Il mérite. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir aux nombreux téléspectateurs. Je salue avec déférence les co-discutants qui sont tous les amis. Et je présente des excuses aux téléspectateurs parce que j'ai connu un retard. Je ne connais jamais de retard lorsqu'il y a, je dois faire une émission. C'était pour des raisons indépendantes de votre volonté. En tout cas, vous êtes là. Et on complète rapidement cette liste avec les délégations permanentes régionales, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On peut lire dans la Damawa, c'est Baoro Théophile, chef de délégation dans le centre, Timi Evuna Gilbert, dans la région de l'Est, Lé Joseph,
dans la région de l'Ouest, Commodore Ndimolu, chef de délégation régionale. Alors, la question, ce déploiement qui intervient en ce moment, est-ce à dire qu'on ne doit plus attendre un congrès? Je tiens d'abord à féliciter les heureux élus, et plus particulièrement à Gilbert Timiévouna, qui est le chef de délégation Le camarade en face ne sera pas d'accord avec vous tout à l'heure. le centre. Et également au professeur Laurent Etundingwa, Qui prend le département du Fundi. Désormais le chef de délégation départementale du Fundi. Ça, les autres, vraiment, je ne peux pas nommément les citer. Mais à tout seigneur, tout honneur, il fallait d'abord que je m'imprime d'abord dans le Fundi. D'accord. Bon, maintenant, La question. la question, vous dites, c'est-à-dire qu'on n'attend plus le congrès. Je ne sais pas si vous attendiez le congrès. Je ne sais pas. Nous, on n'a pas le RDPC. Non, le RDPC n'a pas un problème. L'observateur, nous on attend. Oui, l'observateur attend le congrès. Vous savez quand même qu'il devrait quand même. Mais non, pas de vrai. Le congrès pouvait intervenir. Les textes disaient Il quoi? peut intervenir. Les textes disent qu'il se tient après combien de temps? Très bien. Vous pouvez vous-même ouvrir les tests, que ce soit les statuts ou le règlement C'est intérieur. un passement de jambes. Oui, vous allez tout simplement vous-même lire, c'est en noir et blanc. Vous allez prendre l'article 18 de statut, vous allez prendre l'article 43 du règlement intérieur qui va vous réitérer la même chose. Oui, le congrès est organisé tous les 5 ans. Ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, en alinéa de 3, on vous dit il peut être abrégé ou prorogé par le bureau politique. Le dernier congrès au RDPC s'est tenu en 2011. Le 3 novembre 2019, le bureau politique s'est réuni et a opté comme l'une des grandes résolutions la prorogation de mandat de tous les membres du comité central et la prorogation de la tenue du congrès. Donc, lorsque cela est clair, on n'a pas prorogué en donnant une date. On n'a pas prorogué pour 10 ans, pour 3 ans, pour 4 ans. C'est ouvert. C'est ouvert. Ça peut être 25 ans. Ça peut être 25 ans. Tant que le parti se porte bien, il n'y a pas de souci. Et jusqu'à présent, nous pouvons vous dire que vous rassurez que le RDPC se porte bien. Exemple, il y avait quand même beaucoup de morts qu'on n'a pas remplacés. Même au niveau du bureau politique, il y a exemple, le RDPC se porte bien. Et l'exemple que le président national, avec son bureau politique, a effectivement constaté, ce n'est pas seulement vous qui avez déjà quelques vides qui pouvaient impacter, comme d'aucuns le diront, le fonctionnement du parti. Je ne veux pas m'appesantir uniquement sur la campagne, parce que le RDPC ne vit pas pour la campagne. Le RDPC, si campagne, il faut dire, le RDPC en campagne du 1er au 31. Mais c'est toujours bien de redéployer. Donc, je dis bien que... On ne va pas en campagne avec des fichiers. Non, je vous dis donc, on fait, n'est-ce pas, cette retouche, on fait ce redéploiement pour le fonctionnement du parti. Pour nous, la campagne fait partie du fonctionnement du parti. Nous n'avons pas une spécificité dans le RDPC à réunir tous nos efforts que pour une campagne quelconque. Nous travaillons à redonner cette énergie-là. C'est quand même important, ça peut être porteur sur la campagne électorale. Mais je vous dis, je ne suis pas là-dedans. Monsieur Jean Jarzé, je suis en train de vous dire ceci. Nous, dans le RDPC, la campagne, c'est un passage. Pour un parti normal, un parti politique normal, il doit travailler à rester vivant tous les jours. Et lorsque vous êtes vivant tous les jours, ce n'est pas en 20 jours là que vous allez séduire tous les militants ou encore toute la population. C'est tout simplement... C'est fonctionner avec des postes qui sont pourvus. Quand vous avez beaucoup de postes qui ne sont pas pourvus, je ne sais pas de quel vivant il s'agit. Mais vous revenez sur la même question. Moi je dis donc que lorsque nous avons, au niveau où nous sentons que ce poste peut poser un problème pour le fonctionnement de notre parti, immédiatement le président national agit comme il a fait. Mais ce n'est pas l'observateur
qui constate que le parti ne fonctionne pas. C'est le parti, à partir de ses états, de son bilan, qui constate qu'il y a des vides qu'il faut remplacer. Le RDPC n'a pas vocation à se lever tous les matins, remplacer chaque mort. Ça, je crois que le RDPC a la ressource suffisante, autant que lorsque vous avez un bureau politique, s'il est constitué de 100 membres, tous ces membres-là sont autant compétents que lorsque la majorité est présente. Voilà. Le travail est fait. La réponse est donc claire. Donc il ne faut pas s'accrocher sur. Donc sur ça, il n'y a pas un souci là-dessus. C'est pour répondre à votre préoccupation. Que le parti a réajouté comment. Je vous dis bonsoir, mon ami Faison, on ne s'est pas vu depuis. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Faison, vous avez vu la campagne américaine dernièrement, non? Vous avez vu ce qu'on appelle un parti politique, un bloc, que ce soit les républicains ou les démocrates. Quand on passe aux primaires, on tamise. Les gens viennent, c'est-à-dire convaincre les militants. Malgré tout ce qu'on a dit de lui, comme ici au Cameroun, on déverse tout sur Kamtou, qui a demandé d'aller casser le congrès, de tuer même. Les gens, il y a eu des morts. Mais il a été élu, pourquoi? Parce qu'il avait un projet qu'il a porté. Les militants l'ont accepté, l'ont porté aujourd'hui à la tête des États-Unis d'Amérique. C'est ce que nous voulons d'un parti, d'une démocratie. C'est pas ce que vous dites là. Le président, certes, c'est nous le président national, le test, nous avons, dès la première heure, nous avons cette histoire qui dit que le président est le candidat naturel. Dans une démocratie, ça ne doit pas exister, mon cher ami. Ça ne doit pas exister. Pour refaire vivre le militantisme, pour savoir que chacun est important, il faut ouvrir la concurrence à tout le monde. Monsieur Feuille, c'est que vous faites pour le RDPC depuis. Il a raison, monsieur Dimitri. Vous méritez au moins être, n'est-ce pas, quelque chose, au moins c'est une nomination aujourd'hui là. Non, vous êtes là nombreux comme ça. Pourquoi, n'est-ce pas, le problème de Messanga Yandi? C'est ce qu'il disait toujours. Pourquoi nous qui travaillons, qui sont sincères avec le président, on ne nous voit pas? On va prendre, parce que tel est commerçant, parce que tel est déjà ministre, il ramasse l'argent de la caisse de l'État pour aller déverser dans son village. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un magnifier un ministre. Il était quoi avant d'être ministre? Il allait dans son village pour le RDPC. C'est quand il est devenu ministre qu'il est devenu aujourd'hui la personne le plus en vue. Chez lui, on dit qu'il mobilise. C'est ma question, on n'a pas attendu d'être ministre pour mouiller le maillot. Vous mouillez le maillot. Non, parce que c'est ça qui fait mal dans ce parti. Il a dit que le parti se porte bien. Le parti se porte mal. C'est les hypocrisies qui se jouent. Les gens ne peuvent pas aujourd'hui dire non, je ne suis pas d'accord, je mérite aussi ceci. S'ils disent ça, on lui coupe la tête. Alors, bonsoir, vous allez répondre tout à l'heure, ainsi qu'au panel et à vous, l'équipe, le grand soir. Le communiqué du RDPC sur le plateau peut-il nous dire si c'est la délégation des signatures de depuis 2019 ou l'actuel président qui dispute ses cartes? Si c'est le cas, que la délégation des signatures batte officiellement campagne pour elle-même. Si ce n'est pas le cas, que l'actuel président, je ne comprends pas beaucoup, on est un peu perdu entre délégations de signatures qui concerne le LGPR, là-bas c'est le fonctionnement du gouvernement et autres. Là, on est dans le parti Bertrand depuis Marois. Soyez un peu plus clair, peut-être que vous avez votre question normalement, mais tel que c'est présenté, ça nous largue un peu. Le RDPC fatigue les Camerounais, nous sommes fatigués des mêmes choses, des mêmes discours. Ce pays n'a pas de jeunes, point d'interrogation. Ils sont déjà en campagne. Regardez le déploiement sur le terrain, mais le Moulinex ne fait pas de sortie. Ce pays va changer un jour. Même Dieu agira d'une manière ou d'une autre. En réalité, c'est sur le terrain. Ce pays n'appartient à personne. Là, on parle du RDPC. Vraiment, restons dans le RDPC, dans ces choses-là. Marcelin de Yaoundé, mais qui dit quand même que le RDPC les fatigue. Heureusement que vous avez la possibilité d'adhérer ailleurs et de vous mobiliser de façon forte si vous le voulez de l'autre côté là. Alors très rapidement, bonsoir à votre panel. Question au communicant du RDPC. Il y a combien de membres dans le bureau politique? Combien sont-ils encore vivants à Teba depuis Nkwaban qui pose cette question? Il y en a qui sont aussi en prison, c'est ça? Oui. Voilà. Le RDPC est le regroupement, non, on ne dira pas d'un parti colonial. C'est notre ami Salle de
Bessoukan. Je ne lis pas beaucoup, il y a beaucoup d'abréviations et on finit par s'égarer là-dessus. Alors, vous avez entendu votre camarade réagir, qui changeait, amenait un peu la démocratie réelle, fait bouger le parti. Je voulais dire à Ibrahim une chose. Premièrement, les frustrations existent partout. Oui, ce n'est pas une particularité d'un parti politique quelconque. Les frustrations existent partout parce que tout le monde, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et il faut tout simplement être humble de comprendre que dans le pouvoir de nomination, vous pouvez même être autant compétent que vous pensez être. Mais votre camarade qu'on a choisi, on sait que derrière lui, on aura plus quelque chose que vous n'avez pas. Tout n'est pas de récompenser. Discrétionnaire. Vous comprenez un peu, tout n'est pas de récompenser, tout n'est pas de dire, bon, vous avez déjà beaucoup mouillé le maillot, il faut qu'on fasse de vous quelque chose. Non. Je pense que ce ne sera pas un bon esprit du parti et ça sera même en même temps ce que nous avons l'habitude de dire, que les gens ont perdu le sens du militantisme. Ils ne militent pas pour l'idéologie, mais ils militent par moment pour la nourriture. Oui, on pourrait dire de cette manière. Je le dis également que le Congrès, je l'ai insisté ici, j'ai dit que chaque parti politique a ses petits secrets. De notre Dieu, il ne vous manque pas un congrès. Je dis, ce moment de retrouvailles de camarades, de chants et de danses, avec le président national, le président national, vous l'avez vu comment il était décontracté au dernier congrès, c'était sympathique. Le RDPC a tous les moments de festivité. Le RDPC célèbre tous les jours. Les délégués tous les jours, le président national a envie de rencontrer les militants. D'ailleurs, n'est-ce pas, chaque sortie, les militants sont en route et il festive avec les militants. Il ne les connaît pas. Non, il est là, il n'est pas au congrès. Ce n'est pas au congrès. Là, c'est le royaume. Ce moment-là. Ce n'est pas au congrès qu'il va juste connaître les militants. Il est avec eux tous les jours. Vous le dites avec... Je dis bien tous les jours. Il y a des poignées de militants qu'on détache soit à la présidence, soit même jusqu'à la résidence. Et en conseil municipal, là, qui a tout le train, là. Mais je vais vous dire que non, le conseil municipal, c'est ça, c'est la distraction. C'est un conseil municipal qui le tient. Oui. Non, je dis c'est la distraction. Ça, c'est ça. Peut-être c'est lui qui était à l'origine de cette nomination. Non, c'est possible aussi. Non. Qu'il ait bouté le pied à la fourrière. Je finis en disant, à ce qui concerne le conseil municipal, vous êtes d'accord avec moi que c'est juste une distraction. Parce que, quoi que nous disions, un parti est assis sur les tests. Et rien que les tests. Tout ce que nous pouvons maintenant chercher à embellir pour les beaux yeux, pour, n'est-ce pas, le confort, là, ça ne sert à rien. Ce sont les tests qu'on joue là-dedans. Qui a peur du congrès? Qui a peur du congrès? Ça finit par ne pas être parti de rassemblement ou de masse. La question, si c'est un papier de texte, un parti de texte où... attendez. Vous faites le rassemblement quand? Alors, quand vous regardez le RDPC comme ça, vous pouvez déduire que ce n'est pas un parti de rassemblement. Le RDPC, il y a 2 jours, vient de célébrer... Sauf le président, c'est ça? Il y a 2 jours, le RDPC vient de célébrer son 40e anniversaire dans les 377 sections. Quand vous avez vu la salle, chacun s'est retrouvé dans son village. Chacun était dans son village, avec les mêmes gens qu'il voit tous les jours. Avec les mêmes gens. Et vous avez vu que les mêmes gens les ont accueillis ou ils n'ont pas accueillis. Vous avez vu qu'il y a la masse qui symbolise le rassemblement où il n'y avait pas. Il y a un rassemblement à la base. C'est vous qui posez les questions. Il y a un rassemblement à la base, on est d'accord, mais il y a rupture. Ces gens veulent voir le président national. Moi, je sors en disant tout simplement que ça, c'est des approches qui sont faites, n'est-ce pas, par des gens de l'extérieur. Mais le véritable militant du RDPC, il sait qu'on se conforme aux tests du parti. Et jusqu'à présent, on n'est pas à l'écart des tests du parti. Le parti fonctionne et nous avons dit, si vous avez estimé que les nominations là, c'est pour préparer une éventuelle campagne. Nous autres, nous disons, à chaque fois où on constate qu'il y a dysfonctionnement, où il y a un peu ralentissement de l'élan quelque part,
on vérifie et puis on remplace. Et Ça voilà met ce sur qu'on ça. appelle en bout tout ça. Et malgré ça, vous avez constaté que cette disparition, quelqu'un a posé la question sur le bureau politique. Je ne sais pas si celui qui a fait croire aux gens qu'il y a peut-être 10% même des membres du bureau politique qui sont décédés. Mais qui sont en prison. Si vous avez 30 personnes et qu'il y a 4 qui sont absents, ça fait de... Lorsque membre du bureau politique, par exemple, est en prison pour malversation, est-ce que ça fait une bonne image pour le parti? Vous attendez le Congrès. Mais il n'a pas eu Quand vous parlez, on a nommé les membres titulaires. Les membres du bureau politique, c'est autre chose. D'accord. Alors donc, s'ils sont en prison, vous savez, nous sommes dans une société des humains. Parlons public et nous Nous sommes dans une société des humains. Et si sur 4 millions de personnes, on a 10 personnes qui se retrouvent en prison parce que nous sommes un état de droit et lorsqu'on se retourne vers la justice est différente du parti. Cela ne fait pas du parti un complice quelconque de mise en cause. Donc, de mise en cause, il répond devant la justice. Le parti peut se solidariser également des actes posés. Le parti se désolidarise tout le temps. Oui. Merci Benoît. On va répondre tout à l'heure dans la suite. Jean-Jacques, bonsoir. Vous ne maîtrisez rien du parti, de mon parti, le RDPC. Monsieur Timevuna ne met pas les pieds dans son bureau au moins 10 ans. Je ne comprends pas. Il ne met pas depuis 10 ans ou bien... Faites clair. Je ne cite pas qui gère l'argent du RDPC. Vous, au matin. Vous êtes en train de dire quoi que Timevuna ne fait rien. Il n'a jamais mis pied au bureau depuis pendant 10 ans. Et si je lui dis que je sors de son bureau? Lequel? À l'heure actuelle. Du conseil régional ou de la... Il a un bureau au comité central, il a un bureau au conseil régional et il est présent tous les matins. Vous étiez dans lequel? Là où j'ai l'agence, c'est ça? Nous sommes en train de parler. C'est juste cette différence qu'il faut toujours faire. Nous sommes en train de parler du politique. Voilà. Donc, il est au bureau. Il est au bureau. À ce moment-ci. Il est là. Il travaille même parfois jusqu'à minuit. D'accord. Il faudrait que les gens fassent. Et si vous veulent savoir, le comité central du RDPC n'est pas loin. C'est ici au lac. C'est où aller. Son bureau est là. Son chargé de mission est là. Ses secrétaires sont là. Mais il est là. Bonsoir, je salue à tout le panel. Il dit qu'il est militant et qu'il sait de quoi il parle. Juste dire. Non, il ne sait pas de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. L'arrêté de défendre l'indéfendable. Il faut qu'il arrête l'hypocrisie. C'est quelle règle de fonctionnement d'un parti qui se dit démocratique, qui soutient là? Comment peut-il affirmer qu'une prorogation peut tenir même pendant 25 ans? C'est pas sérieux ça. Apprenez à être honnête envers vous-même et à dire non quand ce n'est pas bon. Mais on a l'impression que le RDPC s'est adapté à ce fonctionnement-là. Dites aux représentants du RDPC que si ce que l'on veut dire n'est pas plus beau que le silence, il vaut mieux se taire. Le dernier congrès a eu lieu il y a 14 ans. La durée de la prorogation dépasse-t-elle celle du mandat? C'est écrit ou que ça ne dépasse pas. Alors, que des juristes du quartier. Il a fait son droit pour savoir que la durée de la prorogation ne dépasse pas le mandat. Il a fait ce droit où. Arthur va nous expliquer. Il y a des juristes également qui nous expliquent, qui nous disent cette affaire-là. Nous sommes d'abord tous les juristes. Il y a quel Bonsoir, Gisèle. Je voudrais militer au RDPC. Quelle est son idéologie? François depuis Abidjan. Nationalisme, libéralisme. Je pourrais donc maintenant lui dire que le RDPC œuvre pour la consolidation de l'unité, de l'intégration, de l'indépendance du Cameroun. Il œuvre également pour le développement économique, pour la sauvegarde des libertés fondamentales des citoyens. Voilà, grosso modo, l'idéologie du RDPC. Je pense qu'il vient nous dire. Tout ça là, la c'est une idéologie. D'accord, tu as retenu l'essentiel. Donc tu peux déjà militer. L'idéologie, c'est tout détaillé. C'est David Edouard qui pose sur la question sur la durée de la prorogation qui dépasse la durée du mandat, que lui ne comprend rien comme nous autres. Salut à tous, je suis à Maoua, enseignant à l'extrême nord. Le représentant du RDPC se jette dans l'eau comme il peut.
c'est normal, mais en même temps, un exercice assez difficile. Il ne pose pas de questions. Il admet l'exercice. C'est le courage. Le courage que vous savez. Il faut son panel. Le RDPC se porte très bien, comme le président Paul Biya. Et ses membres sont très dynamiques, comme la première dame, Madame Chantal Biya. Ses résultats sont et seront très excellents, comme ceux du professeur Mathias Eric Onangini. Si le RDPC ne se représente pas, on prendra un autre RDPC. Et si celui-ci n'est pas là ou alors refuse, ça restera toujours le RDPC. Paul Biya, c'est la magie. À toi, champion, chapeau. Paul de Yaoundé, qui dit que le voyage rien à faire. Si c'est RDPC, ce n'est pas RDPC. C'est toujours RDPC. Même si l'autre refuse, il y aura un autre RDPC dans cette affaire. Alors, je salue votre panel. Doit-on donner raison aux militants qui a assigné le RDPC en justice? Justement, comprendre que quelques jours après cette assignation, le président national procède à la redistribution des cartes. Cette redistribution obéit à quels critères? Où sont les jeunes et les femmes? Qu'en est-il des membres du bureau politique décédés et d'autres en prison? Raphaël Ndougou, depuis Douala. Ndougou. On le connaît, Raphaël Ndougou. On l'a reçu sur ce plateau. Qui répond lui-même? Il demande où sont les jeunes. Où sont les jeunes? Où sont les jeunes et les femmes? La composition du comité central, là, il y a de Bafia, c'est une femme. On a vu deux femmes, des quotas, au niveau des quotas. La ministre des Affaires sociales. Sur combien donc? La DG de Camtel. Ça fait 3. Le maire de Bafia. Ça fait 3. 4. Ça fait 4. Vous avez dit tout à l'heure qu'on replace les pions pour les jeunes. Vous venez de le dire. Il y a combien de jeunes qui sont entrés? Je pense que si on va dans votre logique les jeunes de replacer, de remettre le point pour la campagne, on table sur ce qui... Ceux qui mettent les bâches, qui installent les chaises, qui changent, chacun met le libéraux, qui ont des banderoles, qui va lui permettre de gagner. Qui restent au soleil depuis 8 heures. On ne prend pas les libéraux qui arrivent à 15 heures. On prend les libéraux qui vont permettre de gagner. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fourni cet effort pour faire une redistribution ministérielle? Bertrand de Marois qui revient, parce qu'il y a quand même qu'il y a des morts dans le gouvernement. Il y a au moins 4 membres du gouvernement qui sont décédés, qui n'ont pas ça tombe. C'est bon, je vous ai dit qu'il y a des qui sont pour l'information qui est tombée. Non, ça c'est vrai. Oui, d'un moment à l'autre. De façon stratégique, ça ne peut pas arriver. De façon stratégique, on ne peut pas remplacer ces ministres. De façon stratégique, pourquoi? On va à l'élection. Les membres du gouvernement décédés ne sont pas les trous? De façon stratégique, dans l'analyse politique. Oui. On laisse comme ça, on va à l'élection et on redistribue les cartes. Mais il ne faut pas s'attendre entre deux élections, avec des trous, des défaillances, des manquements. Je ne dis pas que c'est bien. Il faut bien me suivre. Mais c'est le plan stratégique. Je dis que sur le plan stratégique, oui. On va à l'élection telle que c'est. Oui, donc entre 2018 et 2025, on maintient les mêmes on redistribue les cartes après. Pourquoi après? On ne verra pas. Pourquoi ne pas redistribuer maintenant, comme on a commencé au comité central? C'est ce qui doit se faire. Un moment à l'autre. C'est ce qui doit se faire. Voilà, on retient cela. Vous avez une très belle émission. C'est pas voici quelques questions que je souhaiterais. On va sortir par ces questions-là. Voir des réponses aux questions suivantes et en rapport avec votre thème sur votre chaîne de télévision Info TV. Je pense que c'est vos téléspectateurs. Quels sont les objectifs principaux de la redistribution des cartes par le RDPC? Je crois qu'il y a eu des réponses là-dessus. Vérification, qui sont arrivés. Quelles sont les implications politiques de cette décision pour le parti et pour le pays? Mais on le voit déjà sur le plan politique, il y a des récompenses. Ceux qui ont l'habitude de mouiller le maillot, ils ont un peu plus de galons maintenant lorsqu'ils seront sur le terrain. Mais pour le pays, moi je reste encore dans le parti. Voilà, on est dans le parti. Comment cette distribution des cartes va-t-elle impacter les élections à venir? Il y a eu des réponses ici sur le plateau, beaucoup de questions. Quels sont les critères utilisés pour distribuer les cartes? C'est discriminatoire. Et comment les bénéficiaires ont-ils été sélectionnés? C'est discriminatoire. C'est discriminatoire. On n'est pas passé par un congrès. C'est discriminatoire. Personne n'a présenté ses états de service à tout le monde. Peut-être qu'ils en ont présenté à celui qui a le stylo et de façon discriminée. Celui qui a discriminé. Je vais le dire même également, M. Jean-Jacques,
que les tests du parti, il y a les membres du comité qui sont élus et ceux qui sont désignés. Donc, tout ce qu'on a présenté là, c'est les membres que le président national a désignés. Oui. Ça, c'est un peu ce qu'il faut. Ce sont ses membres, lui le président. Les critères, comme nous avons dit, tout pouvoir... Discrétionnaire ne se discute pas. Oui, c'est discrétionnaire. Mais cependant, il y a quand même des indices qui sont quand même perceptibles. Que vous avez le sultan, qui a quand même fait la lecture géographique et vous comprenez que là, il y a une chose. Et je vais également dire, les chefs de délégation départementale, par exemple, on ne peut pas penser que ça créait un vide quelconque. Mais sur la force, n'est-ce pas, du groupe, lorsque vous assumez que l'intérêt, c'est-à-dire que vous êtes un peu fragilisé. Oui, il y a des décisions c'est ça qui arrive à que vous ne pouvez pas prendre avec fermeté. Or, en vous titularisant ou encore en nommant quelqu'un à ce poste, ça vous donne la force. Voilà. Parce que moi je dis, il y a le mystique qu'on entretient toujours dans ce pays, le pouvoir discrétionnaire. Prenez le cas, je sais pas. Prenez quand même le cas des pays européens. Après une élection, poste par poste, on sait que c'est tel qui sera ministre, les estimes ministres. Ça ne se discute même pas. Ça ne se discute pas. On connaît l'état du service de tout un chacun. On sait qui sera ministre de l'éducation, ministre des on peut simuler. Mais suivez les débats là-bas. Il y a cabinet qui fonctionne. Ce n'est pas un mystère de dire que tel peut être ministre discrétionnaire, le pouvoir discrétionnaire. Non. Le président, le chef d'État ne connaît pas tout. Non, là on parle du président national du parti. C'est l'état du service de chacun sur le terrain. On sait la capacité, n'est-ce pas, d'une personne. C'est pour ça que chez nous aussi il y a des nominations hasardeuses. Quelqu'un arrive même ministre, il ne sait même pas ce qu'il a fait. On voit des ministres. Il fait comment pour se retrouver là? Il vit les Jean-Jacques avec le micro. Dès qu'il voit, il se trouve là parce qu'il ne sait pas. Malgré quelques déceptions de la part il fuit le micro. Il fuit le micro. Mais je vous le souviens. Pourquoi? Parce qu'il n'aura rien à dire. Il n'aura rien à dire parce qu'il ne maîtrise rien là. il faut quand même dire quelque chose. On connaît la force de chacun dans un parti. Objectivement parlant. Un parti objectivement parlant, quand vous voyez ceux à qui on a fait ces récompenses-là, je pourrais vous dire que c'est mérité. Au moins à 70%. C'est mérité. Et les autres 30%. D'accord, c'est bon. C'est bon. On a cité quelques noms. Voilà. Comment le RDPC... Alors, comment le RDPC répond-il aux allégations de favoritisme ou de manipulation politique liées à la redistribution des cartes? Là, on va demander comment le président national répond-il. Il n'est pas là pour sa haute discrétion. Il n'est pas là avec nous. Quelles sont les conséquences potentielles de ces décisions sur la stabilité politique et la cohésion sociale du pays ou du parti? Est-ce que ces nominations peuvent avoir des conséquences sur la marche du parti? Ah oui. Ça, certainement, nous le savons. Des positifs ou des négatifs? Il y aura des frustrés qui peuvent se démobiliser. Vous avez vu les dernières élections municipales et législatives dans des villages, c'est que ça a produit comme problème. Mais sauf que là, ce n'est pas une appel. Il faut comprendre les choses. Depuis, je ne parle pas Jean-Jacques. Il faut que on m'a appris qu'on me donne la parole. Vous avez la parole. Je ne fais pas le décor. Il faut comprendre une chose. Ça, ce n'est pas une élection. Oui. Là, c'est clair. Le RDPC est dans une logique, je l'ai dit, de revivifier, de réimpulsionner le parti. Oui, c'est de ça qu'il est question. Alors, les conséquences ne peuvent être que positives. Et le communiqué est clair. Le communiqué est clair et il a dit que nous sommes là en plein dans une dynamique qui permet de rendre le parti fort afin d'affronter les prochaines séances électorales. Quelles sont... Et je vais vous dire pourquoi les conséquences ne peuvent pas être négatives. Parce que, effectivement, ce qui caractérise ce parti politique, c'est sa discipline. C'est ce qui est écrit.
Oui, non. Mais voilà, c'est une discipline. Ils sont combien qui le font? Ils sont combien qui le font? Êtes-vous vraiment sûr qu'il est militant? Si militant, il est. Est-il convaincant et convaincu? Quel est son engagement militant? Quels sont ses états de service? Il fait comment pour être là? Il fait comment? Il fait comment pour être là? C'est lui qui va nous amener dans l'élu du parti. Il vous tient au courant. Autre chose. Oui. Il est Comment a-t-il nous aussi, en tant que journaliste peut-être, on peut critiquer le parti. On peut parler n'importe comment, sortir du cadre disciplinaire du parti, mais il est difficile, au nom des règles internes du parti, parmi lesquelles la discipline, qu'un militant convaincant et convaincu, un militant qui sait, dont l'engagement militant est clair, de prendre la parole et de servir des frappes chirurgicales à son propre parti. Il y a des canaux de revendication. D'accord, on sait que beaucoup sont partis parce qu'ils ont proposé, on les appelait les modernistes, ils ont été éjectés. À l'issue de chaque opération de renouvellement des organes de base, il y a des procès, il y a des contentieux. Et à l'issue de chaque élection locale, certains sont exclus. Et ces plaies sont parfois pensées. Voilà, ces plaies sont généralement pensées. Donc je reste béante aussi. Ce sont des choses qui se passent en famille. Donc je reste béante. Lorsqu'il parlait d'un congrès, s'il n'y a pas de congrès, là où les gens peuvent s'exprimer, ils vont librement pour vous dire qu'il y a des limites à ce niveau. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de congrès. La base peut vous dire que la moi je me base sur le communiqué. Oui. Le communiqué n'a dit nulle part qu'il n'y a pas de congrès. Le communiqué a dit que on fait une analyse. Cette décision du président national va dans le sens de animer, de revivifier le parti, de faire vivre, de redonner vie. On est d'accord. Non, c'est parce qu'il y avait des endroits de choses. C'est parce qu'il y avait des postes vacants. Présidentielle. Non, c'était parce qu'il y avait des postes vacants. Suite à des responsables, pourquoi ces postes vacants qui sont au gouvernement ne sont pas remplacés? Là, on parle. Nous sommes encore des responsables qui jouent. Non, là, nous sommes encore. C'est le même habitude finalement. On va parler. Bonsoir Jean-Jacques. Pourquoi sortir les yeux à l'intérieur et à l'extérieur du ADPC et demander son congrès? On a seulement posé une question. Vraiment, si ça ne se tient pas, nous on a seulement posé une question. Je mets quiconque au défi ce parti, tel que ces partis-là, il remportera les élections avec minimum 80% de pourcentage. Paul de Yaoundé, un militant convaincu. Puisqu'il y a qui en face, il n'y a personne en face. Bonsoir Jean-Jacques, bien vouloir équilibrer le temps de parole de chacun, car le communicant du RDPC est en train de monopoliser la parole sans rien dire comme le ADN, sauf qu'ils sont du RDPC. Les trois. Ils s'accordent pas, mais ils ne s'accordent pas dans le fond. Non, il faut dire la vérité, sur cette table, sur ce plateau, il y a un communicant, il y a un officiel qui officiellement a été mandaté pour parler au nom du RDPC. C'est vrai. Nous autres, nous donnons nos positions, mais il y a un responsable qui est là pour parler au nom du parti. D'accord. À Maoua, enseignant à l'extrême nord qui revient avec une question, les membres titulaires du comité central du RDPC qu'on vient de nommer là, ils viennent compléter les Kouété, les Jacques Famendongo et autres ou remplace le bureau. Non, ce n'est pas cela. En tout cas, on a clairement dit. Le panel de la RDPC enlève le D démocratique, il met N pour nomination. Donc la démocratie voudrait qu'on parle des élections, mais là-bas, le D a disparu pour faire place à N. NPDC. C'est Alain Zinga qui envoie ces préoccupations. Qu'il aille lire, n'est-ce pas, tous les cours de séance politique. On lui dira toujours que la direction du parti procède aux désignations, aux nominations. Ce n'est pas une spécificité RDPC. C'est partout d'ailleurs. D'accord. Le RDPC va nous tuer avec le néologisme réimpulsionné. Je vais vous tuer ici là. Ça veut dire que c'est le manque de sérieux, vraiment qui est poussé à son paroxysme. C'était pour qu'on comprenne bien. À un moment donné, c'est tout ça, vous avez compris le sens. Bonsoir, la prorogation des mandats des élus
répond au même principe que celui du RDPC d'Éric depuis Sam. Je n'ai pas compris. La question était celle de savoir si l'approbation peut avoir une durée plus longue que le mandat même initial. S'il faille se baser sur le plan stratégique, monsieur, c'est alors navrant de remarquer que le bien-être du Cameroun et les Camerounais est le cadet des soucis du RDPC Bertrand Marois, qui nous rappelait plus haut qu'on n'a pas remplacé les membres du gouvernement qui sont partis et dont la priorité serait seulement le parti. Bonsoir le panel. La gestion d'un pays nécessite plus que des promesses. Il faut des actes concrets pour améliorer la vie des citoyens. Un parti qui ne prend pas soin de son pays ne mérite pas la confiance des citoyens. C'est une citation de N. Ndjoussa depuis Yaoundé. Je pense qu'on a fait le tour pour ce sujet d'actualité. Le RDPC qui a redistribué les cartes avec des nominations à la tête de délégation régionale. Nous on a félicité certains d'entre eux, dont le ministre Joseph Lé pour la délégation régionale du RDPC de l'Est, le Soleil Levant, qui est en train de préparer une grande campagne d'intensification des inscriptions sur les listes électorales sous la casquette justement de la plateforme dont il est membre du comité de ce côté-là, et qui se souvient également de ces causeries familiales qui ont permis justement de revivifier, de redynamiser, alors de recarburer. Voilà. D'accord. Revenons dans nos villes, notamment la question du désordre urbain, avec au centre des réflexions la régulation des motos taxis. On a reçu beaucoup de plaintes à Yaoundé, beaucoup de grincements de dents. Yaoundé comme Douala. Aujourd'hui, pour lutter contre le désordre urbain, certaines zones sont interdites aux mototaxis. D'ailleurs, on a mobilisé des hommes en violet. Il y a une nouvelle force très forte là dehors en violet pour limiter les espaces de circulation des motos afin de lutter contre le désordre urbain et ne pas permettre aux motos de se retrouver un peu partout. Maïriga, Ibrahim, cette approche peut-elle permettre de régler la question des désordres urbains causés par les mototaxis entre guillemets? Cette approche. Jacques, nous traitons là maintenant la conséquence. Nous ne l'avons pas vu venir. C'est nous parlons toujours du problème de la gouvernance au Cameroun. Cette histoire de mototaxi, nous savons comment cela a commencé dans la ville de Douala. On se retrouve aujourd'hui, le chef de l'État les a adoubés, on a poussé le chef de l'État à adouber ce jeune Camerounais. Comment on appelle le chômage, le manque de travail a poussé beaucoup de Camerounais aujourd'hui, sont en milliers. Et venir aujourd'hui vouloir mettre de l'ordre, c'est là où je peux féliciter les autorités de Douala au moins, parce qu'ils sont en train de digitaliser cela, avec pour qu'il y ait au moins beaucoup plus de visibilité. Et nous avons vu, c'était quand là, je crois, le 6 octobre 2023, à la sortie de la Tangandi, qui allait en guerre contre les mototaxis à cause d'insécurité. Nous savons ce que cela cause. Mais c'est beaucoup plus, moi je dirais, c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, quand même, c'est beaucoup plus de bien pour la population. Parce que quand vous voyez le service rendu par ce genre-là, aujourd'hui les mototaxis sont presque tout. Ils sont des ambulances, ils sont des trucs de corbillard. Ils sont tout, ils exercent en tout, ils aident. Des déménagements. Oui, des déménagements, je vous assure. Il y a des quartiers inaccessibles à cause du manque de route. C'est eux qui sont entassés à l'entrée de presque tous les quartiers. Ils aident les gens à accéder dans les quartiers. Mais c'est un problème d'organisation. Quand je prends l'exemple de pays comme le Bénin, comme on appelle le Burkina Faso, aujourd'hui ils ont des motos, comment on appelle, des motos électriques, bien fait là, je vous assure, où l'État maintenant participe, les mairies essaient d'aider, n'est-ce pas, à pouvoir produire plus pour éliminer tout ce que nous voyons. Et la discipline même de ces personnes, quand vous voyez, n'est-ce pas, ce moto-taxi là-bas, c'est qu'on appelle ici chez nous bensikinaire, il n'y a pas une volonté fixe. Il y a eu trop de discours. Nous avons, n'est-ce pas, un conseil municipal qui est là, qui nous dira ce qu'il a fait peut-être au niveau de son arrondissement. Mais je vous assure, c'est un désordre total. On ne parvient pas à mieux. On n'envoie que toujours les gros bras. Les gros bras pour arracher. Moi, ça me fait souvent mal de voir un jeune qui s'est battu, ou un vieux papa qui a la retraite, il s'est battu, n'est-ce pas, acheter une moto
pour se battre. Et tu vois un bandit, parce que la plupart de ceux gars qui travaillent dans ce mairie, vraiment Dieu c'est des bandits. Moi j'ai souvent intervenu là. Les agents des polices municipales. Les polices municipales, je vous dis que c'est des gars tellement de brutalité. Ils font jeter des personnes, des mamans, avec enfants et sacs du marché au dos, parce qu'ils sont de nulle part, ils viennent. C'est un problème. Ils sont embusqués. Justement, ils font justement, je ne sais pas, ils font seulement là plus que la police. Bon, c'est un problème de discipline. Et c'est chaque mairie avec la décentralisation qui devait s'occuper. Faire un recensement. Ça va. Je dis, la ville de Douala quand même essayer de faire quelque chose. Avec ce qu'ils appellent les choisibles. Et ces choisibles ne se donnent pas n'importe comment. Il faut d'abord un enrôlement. Tu vois un peu? Et après, ça sort. C'est-à-dire, je vous dis que c'est en train de vouloir bien passer à Douala. Mais compte tenu du nombre aussi de ce genre. Je dis que c'est une situation dès le départ qu'il ne fallait pas accepter. Connaissant bien la situation de nos deux grandes villes, Yaoundé, Douala, manque de route, on a accepté le faire, la faiblesse de l'État, parce que le transport urbain n'existe plus, c'est déjà fini. Les bus, ça n'existe plus. Nous avons quand même profité de ce service. De bus, ça n'existe plus. Les routes aujourd'hui, les gens, à l'époque, souvenez-vous, les Camerounais achetaient 20, 10, 15 voitures maison pour mettre ça en route comme taxi. Aujourd'hui, les gens peinent à acheter parce qu'il n'y a pas de route. À peine tu achètes une voiture, si tu n'as pas un bon chauffeur conscient, il te détruit ça avant. Donc, l'État ne fait rien pour le transport public. Il n'y a que ce moto-taxi, quitte, n'est-ce pas, au maire, je dis d'arrondissement avec la décentralisation, de bien s'organiser, savoir qui fait la moto-taxi et comment pouvoir les aider. Et peut-être après le présidentiel, on peut aussi penser faire comme au Linging et au Gabon, acheter des taxis, faire des beaux routes, acheter des taxis distribués, n'est-ce pas, aux jeunes Camerounais, en remplacement de ces motos. On sait comment les motos sont arrivées. On sait comment. On sait qu'elles sont finalement très utiles. Très utiles. Mais ça commence à être un mal nécessaire, au point où la juste mesure en termes de régulation est assez compliquée. Chacun essaye. À Yaoundé maintenant, c'est des ceintures de sécurité. On a des opérations ninja en pleine ville. Tous sont des Chuck Norris qui peuvent bondir sur les motos avec des dégâts et des conséquences parfois très énormes. Un véritable casse-tête pour la régulation. Oui, c'est un casse-tête, mais une équation qui peut être résolue. Comme disait Ibrahim tout à l'heure, il faut faire preuve de leadership. Il faut planifier. Parce que lorsqu'on a laissé entrer les motos, en réalité, on devrait prévoir ces conséquences-là. Vous voyez, en essayant de réglementer, c'est-à-dire que les motos ont des endroits où elles garent. On peut, je crois qu'il y a certaines mairies qui travaillent là-dessus. On peut permettre à ce que ces motos s'organisent elles-mêmes dans chaque secteur où on a un responsable qui sait qui travaille exactement. On a évoqué les chasubles et autres. On peut solliciter ces collectivités territoriales décentralisées dans le cadre d'un dialogue. Il y a des syndicats qui s'occupent par exemple de ce secteur de moto. Les appeler autour d'une table, ne pas décider à leur nom sans eux. Il faut les appeler. Une grande rencontre. Je me souviens lorsque le délégué général de la Sûreté nationale avait été nommé, il avait fait une grande rencontre avec les syndicalistes, que ce soit du secteur des transports et autres. On peut les appeler. On sollicite. On leur dit vous-même, essayez de nous dire comment vous pensez que vous pouvez vous organiser. Parce que parmi ces conducteurs de moto-taxi, il y a ceux qui se battent au quotidien, qui cherchent leur pain quotidien. Il y a ceux qui veulent troubler la rivière, parce qu'ils profitent. C'est un véritable emploi. Il y a ceux qui prennent dans ces motos, au lieu de travailler comme les autres, eux ils prennent ces motos pour commencer à opérer, à agresser, à arracher les sangs des femmes, à arracher les perruques, à arracher les téléphones, bref, à poser des actes ignobles. On peut donc, à chaque point d'arrêt, désigner un responsable. On peut décider, il y a un des premiers, vous avez telle tenue. Comment le fait la police municipale? Il y a un des deux, vous avez telle tenue. Avec des numéros, comme on a parlé des chasubles, on peut identifier. Ce n'est pas le cas. Si. Ce n'est pas le cas. Si. Ce n'est pas le cas, sinon on n'enverrait plus les gros bras sur le terrain interpeller les gens. En tout cas, ce n'est pas le cas. J'aurai la parole. Allez au Carrefour, peut-être moi j'assistais à une scène. Je dis que c'est le cas. Chaque arrondissement de la ville a son chasuble. C'est le cas avec ce. J'ai assisté à une scène ce matin où un individu a apparu devant une moto.
comme vous avez dit, tenu, il était embusqué. Oui. C'est-à-dire que le conducteur de moteur, il déposait un client. Le monsieur est sorti dans une ville. Le monsieur est sorti. Gens qui sont embusqués. Le monsieur est sorti de nulle part, a mis la main au niveau du compteur, a arraché la clé. Contact. Le conducteur de la moto a dit, vous ne pouvez pas prendre ma moto. Il a dit qu'il était victime d'une agression. Donc, on peut le faire sans employer la force. On peut sensibiliser. On peut éduquer. On prend le temps. Et on prend du temps. Comme je parlais des chasubles, en général, il faut me dire que c'est connu. Il y a peut-être 2 ou 3 qui ont peut-être ces chasubles-là. On peut le renouveler. On peut faire une campagne. On invite les uns les autres à se faire enrôler. Si vous opérez à Yaoundé 5, on vous dit vous avez jusqu'à telle date. Si vous n'êtes pas venu vous faire enregistrer, vous n'avez pas beaucoup de chasubles, vous ne pouvez plus opérer. Il arrive donc que certains ont le message. Ils peuvent aller. Donc pour vous traîner, c'est pas pour autant que vous allez les persécuter. Que les collectivités territoriales, on donne le pouvoir à ces maires qui puissent travailler. Malheureusement, pour ce qui est de cette police municipale, ailleurs elle est formée. Ailleurs elle est formée. Je crois que le texte prévoit que les... Il y a des formations pour ces gens. Ils ne sont pas là pour... Certains ne sont pas là pour agresser. Oui. Il y a peut-être quelques petits brigands, il y a peut-être quelques personnes qui vont poser des actes qui ne répondent pas de leur cahier des charges sur le terrain. Question la dérive, par exemple, comment envoyer des agents qui doivent être régulés eux-mêmes aller réguler les mototaxis. C'est le pourquoi nous voyons toutes les bagarres entre eux. C'est parce qu'on envoie les incompétents qui sont des anciens désordonnés mototaxis faire cette régulation qu'on le voit d'Éric depuis longtemps. On peut interpeller sans brutaliser. Oui. On peut interpeller en sensibilisant. Par exemple, dire, là où vous circulez, est-ce que vous avez tel nombre de papiers? Il y a une certaine documentation qu'il faut avoir. Il faut un permis pour conduire une moto. Ce permis A. Oui. Moi, j'ai vu des conducteurs de moto aller faire ce permis pour éviter de se faire interpeller. Vous demandez la documentation. Si la personne n'a pas, vous pouvez dire, ok, est-ce que vous savez que vous courez le risque de. Alors vous pouvez aller à tel point pour aller vous faire enregistrer et c'est vite que vous interpellez. Est-ce que la régulation traîne? Il y a eu, dans les années 2010 par là, tout un décret d'un Premier ministre. Il y a eu un discours présidentiel qui annonçait les couleurs de la régulation et une meilleure considération de ce secteur d'activité. Mais en Gilbert Fomo, on se rend compte que depuis les années d'entrée des mototaxis purement politiques à cette époque jusqu'à présent, le problème semble rester intact. Je voulais rappeler d'abord à Dimitri Amba que à une certaine époque, à un certain moment de ma vie, j'ai été mototaximan. Et j'ai fait 2 ans sur la moto. D'accord. J'ai même été président des mototaxis de Mfou. J'ai fait la moto. Quand j'ai arrêté les études, je me suis lancé dans les callbox. Le callbox venait de sortir. C'est le callbox qui m'a acheté ma première moto. Et mon père m'a acheté une deuxième. Jusqu'à ce que j'étais mototaximan. Je n'opérais même pas dans les 500, je partais en brousse. Quand j'entre en brousse le matin, quand je ressors vers 17h, je faisais les cotisations de 10 000 francs par jour. Par jour, 10 000. Donc c'est Donc, pour vous dire d'abord que j'ai pratiqué cette activité. Deuxième chose, c'est une activité génératrice de revenus. Et qui permet aux mototaximan de vivre et même de faire tourner l'économie. Voilà l'exemple dans un message où le conducteur de moto moyen consomme en moyenne 3 000 francs de carburant par jour. Imaginez que nous sommes 2 millions de conducteurs. Faites le calcul, 3 000 fois 2 millions par jour. Alors le conducteur de moto-taxi fait tourner l'économie de ce pays. Tout ce que nous voulons, c'est l'encadrement. C'est certainement moto-taxi qui envoie ce message. Donc, voilà, c'est vrai que moi, je faisais le plein parce qu'il n'y avait pas encore la station en Fou. Je venais en Como. Avec ma moto, le plein c'est 8 000. Tu mets tes 8 000, tu as 24 000. Tu reviens, bon, voilà. Alors, je voulais d'abord vous dire ça. Maintenant, je voudrais vous dire que d'abord dans les périphéries, dans les villes périphériques, les mototaximens sont constitués en association et en syndicat. En Fou, par exemple, il y a l'association des propriétaires de mototaxis. Il y a l'association des transporteurs par moto. Chaque association a son choix différent. Sauf que l'estampille de la commune doit être visible sur toute... D'accord. À Yaoundé donc. À Yaoundé, c'est par arrondissement. Chaque arrondissement a une couleur. C'est moi qui parle. Je parle après observation. Vous voyez un journaliste. Cet arrondissement ont cette couleur de chacun a sa couleur. Dites-moi combien de chasubles, monsieur Zé. Maintenant, le problème est autre chose. Ça, c'est un... Non, écoutez.
Le principe est clair. Nous sommes dans le principe. Chaque arrondissement devrait avoir. Moi, je ne sais pas. Si on va sur ce principe, allons-y. Mais sur le terrain, est-ce que c'est fait? Je parle très lentement. Du coup, je ne sais pas parler au même moment que quelqu'un d'autre. Oui. Ça, c'est vraiment ça. Oui. Pas très lentement. Nous observons tous, hein. Voilà. Et le débat était actif. Sauf vous n'allez pas dire des choses ici. Permettez à l'activateur d'activer. Je parle lentement parce que j'utilise le langage soutenu et je réfléchis avant. Mais je voulais que l'activateur maintenant relativise parce que sur le terrain, ça va être compliqué d'affirmer. Non, je suis en train de dire que chaque arrondissement dispose d'un choisir d'une couleur différente de l'autre. Ça, c'est ça. Bon, maintenant, est-ce que le port de ces choisibles est respecté? Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Est-ce que les mototaximens de Yaoundé 3, parce que ont-ils été sensibilisés? Non. Au port tous traverse-t-il la porte ailleurs? Vous êtes en train d'aller dans tous les sens. C'est un secteur que je connais. Oui, d'ancien. Oui, je suis ancien mototaxi. Les choses ont changé. Attends, quand j'ai fait l'accident, quand j'ai fait l'accident, on a arraché les sacs. Quand j'ai fait l'accident en Kouaba, ils sont venus pour vers moi. J'ai dit, ils ont j'ai dit que j'étais ancien camarade. Ça s'est réglé. D'accord. Ça s'est réglé. On revient sur les questions. Sur les questions. La question c'est que est-ce que le port obligatoire est systématique? Bon, maintenant finalement qui pose des questions. Allez-y. Est-ce que vous n'avez pas posé une question? Bon, est-ce que le port des choisibles est systématique? Comme Jean-Jacques je le dis, c'est là où il y a problème. Non. Donc, ça relève de l'indiscipline des mototaximens. Ont-ils été sensibilisés? Oui, puisque le gouverneur a sorti une note dessus. Le gouverneur a dit que pour partir d'un arrondissement à un autre, il faut deux choses. Un, avoir un changible, parce qu'on saura que ça c'est le mototaximens de Yaoundé. Il faut avoir un numéro de choisir. Oui, le gouverneur vient gérer les affaires à la place du préfet au moins pour être plus efficace. Vous êtes conscient que quand ça fonctionne, il y a deux arrondissements, ou trois arrondissements, ou deux départements, ça devient le gouverneur prend intervient. Deux départements, on est dans la ville. Non, puisque les mototaximens de Nkouaba viennent à Yaoundé. Nkouaba c'est la moto à Famba. Quand les mototaximens de Nkouaba viennent là à côté à Mombo, c'est-à-dire on parle là. Ça interroge l'efficacité. Je sais bien là qu'on c'est parce que ce qui dérange c'est la distance. Ce qui dérange c'est que quand je veux m'exprimer, on ne me laisse pas parler. Écoutez-moi la question. Ça va nous permettre d'avancer. Vous avez dit le gouverneur a sorti, je ne sais pas trop, un arrêté. Disant que... Mettez qu'on chute. Oui. Disant qu'on ne peut pas partir de l'arrondissement à un autre. Sans choisir. À un autre sans choisir. Et sans numéro. Sur le terrain, on se rend compte que la mesure n'est pas efficace. Est-ce que ce n'est pas du fait de la distance du gouverneur par rapport aux questions périphériques de proximité qui concerneraient le maire, le sous-préfet ou le préfet? Non. Le gouverneur prend cette décision, mais est-ce que c'est lui qui applique? Hein? C'est appliqué, c'est une instruction donnée aux forces de maintien de l'ordre, aux collectivités territoriales décentralisées qui gèrent les mototaximens au quotidien. Voici le résultat, il a dit, mais rien n'est fait sur le terrain. Maintenant, autre chose, parce que là, on est pas entre autre chose. Oui. Moi, je refuse qu'on prenne pour bouc émissaire, qu'on prenne les mototaximens comme bouc émissaire. On l'a pas fait. Est-ce que vous savez que... Non, je ne parle pas de ce plateau, sur ce plateau. Ah d'accord. Oui. Est-ce que vous savez que pendant que le gouverneur dit que pour partir d'un arrondissement à un autre, pour partir d'un point A à un point B, il faut être habillé en uniforme et être immatriculé. Au même moment, les communes s'organisent avec la police municipale pour laquelle les motomans qui sont en train de partir d'un point A à un point B étant en uniforme et avec le matricule. Pendant que nous y sommes encore, le préfet entre en jeu. Voilà. Il suspend l'activité de la police municipale. Pendant que cette décision court, on observe certaines communes continuer à laisser travailler la
municipale. Entre-temps, aucune mesure de suspension n'est levée. Mais nous voyons, depuis que le préfet a interdit, il n'a pas sorti une note contraire, mais les voilà qui travaillent encore. Avec des conséquences que cela comporte. C'est-à-dire que, à cause de la police municipale qui n'est pas formée, c'est-à-dire on prend des garnements et quelqu'un dit ici, cette police municipale est bondée d'un amas de cancres, d'un amas de bandits, d'anciens tribunaux de chambre, reconvertis entre parenthèses, et qui, ils ne sont pas dans la formation. Il faut qu'on les forme. Ce que vous faites là, les petites séances de travail, que vous accordez à la police municipale, ce n'est pas la formation. C'est comme un enfant, un journaliste, qui est formé et qui travaille à côté dans la même rédaction avec un journaliste à qui on a dit certains mots, on a appris certains mots, certaines techniques de travail au quartier. Ça ne veut pas dire que lui, il est formé. D'accord, ils ne sont pas bien formés. Ils ne sont pas bien formés. Tu l'as dit, même s'il y a des efforts qui sont faits par certaines municipalités pour essayer de remettre à niveau ce que vous décrivez montre qu'il y a une grosse cacophonie autour de cette question. Et on comprend que le désordre s'installe, chacun fait sa part, chacun décide, mais il faut convoquer des concertations, des réunions inclusives, là où tous les acteurs à divers niveaux puissent se retrouver pour qu'on trouve une solution. Est-ce que ce n'est pas ce genre de situation que Angilbert présente qui complique la régulation du secteur des mototaxis? Bon, il faut dire que les mototaxis, c'est un mal nécessaire. Et quoi qu'on ait à dire aujourd'hui, c'est devenu un métier comme tous les autres qui nourrit son nom. Et d'ailleurs, quand on fait face à une ville comme Douala, il est aujourd'hui inimaginable qu'on n'y trouve pas de moto et qu'on puisse vraiment réussir à mener ses activités tranquillement. Parce que Douala est autant compliqué, c'est une ville économique, tout va très vite. Et avec ce qu'on dispose comme infrastructure routière aujourd'hui, s'il faut compter sur même le transport urbain qu'on a évoqué ici, ça sera pratiquement difficile de tourner les affaires dans ce climat-là. Mais cependant, le désordre urbain, c'est un problème qui doit avoir une approche globale et même coordonnée. J'ai entendu ici... Non, il faut déjà dire à Dimitri que investigateur, journaliste, il ne peut pas venir ici et nier le fait que chaque arrondissement dans le Mfundi a un chasuble par une couleur de chasuble. Chaque arrondissement. Chaque arrondissement. C'est-à-dire, vous allez voir le violet peut-être. Il y a un dessin. On ne voit pas. Pour vous dire vrai, on ne voit pas. Non, parce qu'il ne vote pas. C'est censé être cela, on ne voit pas cela. Alors, donc vous avez dit, les concertations sont même permanentes avec les motos. Alors, le problème qui se pose sur les motos, c'est que vous avez à Douala seulement compte au moins peut-être 300 000 motos par semaine. Yaoundé peut aller même vers les 50 000 facilement. Des milliers. Alors, mais ceux qui sont recensés, et quand je parle de peut-être 300 000 à Douala, je sais qu'au dernier recensement, ils avoisinaient 200 000. Ceux qui sont recensés. Ça, c'est même Obama. Oui. Ndoko, 17h, ce que vous regardez en Ndoko. Alors, ceux qui sont recensés. Donc, je dis là, le chiffre que je donne, c'est ceux qui sont recensés. Oui. Mais par contre, c'est un secteur où les motos sortent comme les fourmis. Ça veut dire que c'est franchement difficile. La régulation est très très difficile. Ça veut dire il faut, même quand on a l'habitude de dire on ne mettrait pas un gendarme derrière chaque citoyen, mais avec les motos, réussir à réguler ce secteur à telle enseigne qu'il n'y ait pas de quoi. C'est tout simplement même mettre un surveillant derrière chaque moto. Alors, les communes se battent à leur niveau, à travailler avec les syndicats
des motos avec les syndicats des propriétaires et les syndicats même des conducteurs de motos de manière permanente. Mais comme vous avez bien dit, on trouve tout ce qu'on trouve là dans la ville parce qu'effectivement, dans une ville comme Yaoundé, il y a des zones qui sont proscrites au travail des motos. Les motos taxis ont des périphéries qui sont bien limitées. Dans chaque arrondissement, il y a des points limités qu'on ne doit pas franchir. Mais cependant, vous voyez une moto vers le ministère je ne sais pas, des mines là-bas, à la poste centrale. Et qu'est-ce qui se passe? Comme on le dit, la sensibilisation, elle est permanente, mais cela ne peut pas enlever, n'est-ce pas, la têtutesse que le Camerounais porte en lui, ou encore, pour ne pas spécifier, le moto-conducteur. Parce qu'eux, ils ont une autre têtutesse qui est spéciale. Ça veut dire que vous pouvez leur dire quelque chose, Bernard, et vous finissez de le dire, vous traversez, vous le voyez en train de passer à la poste centrale. Il y a les motos personnelles qui peuvent rouler, d'ailleurs, quand vous avez une activité... Pour le cas de Yaoundé, qui doivent avoir les permis de circuler, sauf que depuis un certain temps, les ninjas qui sont en route là ne veulent même pas savoir si vous avez le permis de circuler. Pas des revendications, des dénonciations réelles. Même quand vous êtes avec votre moto personnelle, ils ne veulent rien savoir. Et ceux qui distribuent même ces permis de circuler vous disent qu'aujourd'hui ils n'ont même pas de carton pour délivrer cela. Et c'est des permis renouvelables. Ce qui les motive même, c'est qu'ils sont payés en fonction du nombre de motos arrêtées. C'est là où tout le des motos arrêtées. C'est grave. Donc c'est ça qui est même très grave. Vous avez la parole. J'ai beaucoup de choses à répondre encore là. Lorsque une moto est en train d'arriver, mais ce n'est pas par sorcellerie que vous devez savoir que cette moto dispose d'un permis de route. Il a bondi sur toi. Non, je vais vous dire, contrairement à ce qu'on dit, bien qu'il y ait des gars non formés, qu'on puisse, n'est-ce pas, leur attribuer tous les qualificatifs que j'ai suivis ici, mais ces gars ne sont pas aussi bêtes qu'on le dise. Ça, et je mets quiconque à défi, chaque moto sur laquelle ils ont bondi, c'est généralement soit leurs amis d'hier, soit des gars avec qui ils travaillent, et ils connaissent exactement que ce sont les motos qui ont franchi. Et ils bondissent souvent en pleine chaussée. Vous avez une femme enceinte derrière. Suivez. Oui. Nous ne pouvons pas encourager qu'ils bondissent souvent en pleine chaussée. Écoutez, je dis bien ceci. Il n'y a aucun encadrement d'une brutalité qui est prévu. Mais je vais aussi vous dire une chose, que ces motos que vous voyez là, même le policier n'interpelle pas la moto, il s'arrête comme vous pensez. Généralement, ce n'est pas pour cela que la question, Jean-Jacques, pourquoi les forces de maintien de l'ordre ne s'intéressent pas à la régulation du secteur des mototaxis? Est-ce que vous avez déjà vu un policier, un gendarme s'en occuper? Est-ce que vous savez pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi. Allons-y. Bon, ok. Je suis en train de vous dire que les motos, c'est un instrument que les policiers, même en patrouille, n'arrivent pas à stopper deux motos. Parce que dès que vous présentez le sifflet, les gars faufilent comme les voitures des oiseaux. Maintenant, je dis donc une chose, que la police, vous savez que depuis la loi sur les collectivités territoriales décentralisées, effectivement, on a prévu la police municipale, suivi, n'est-ce pas, du décret qui porte sur leur formation. Oui. Ça, aujourd'hui, pour qu'une police municipale soit réellement la police proprement dite, parce que nous sommes encore en abus. Nous sommes encore dans les abus de langage. Oui, nous sommes encore dans les abus parce que nous pouvons encore parler des agents municipaux, mais parler de la police municipale. Ils ne sont même pas le statut d'agent municipal. Alors donc, maintenant, dans la formation de la police municipale, on a également donné la possibilité de gérer la période transitoire. Alors, qui allait par commune. Donc, on avait donné d'abord 18 mois. Il fallait donc pour que vous mettiez en place une police municipale,
vous devez déjà vous référer au Mindevel, où le conseil municipal délibère, le Mindevel valide, et puis on sélectionne des gars pour envoyer en formation. Donc, la période conservatoire, on devait encore continuer avec cela. Mais comme vous l'avez dit, vous avez vu là, comment le préfet du Foundi, personnellement, s'est battu de temps en temps même à suspendre la police. Et parfois, quand on suspend, avant de lever, c'est quand on constate que c'est déjà encore grave. Parce que je dis bien que c'est un couteau à double tranchant. À chaque fois où on a même besoin de faire quitter la police municipale. Et dès qu'on lève la police municipale pour une semaine, vous commencez à voir les gars gratter les voitures dans la poste centrale. Qui arrachent les sacs de femmes. C'est comme ça qu'ils arrachent les sacs de femmes. Donc, c'est un secteur qu'on travaille en permanence et qu'on ne peut même on ne peut pas lâcher. On ne peut que multiplier des efforts. Mais ne pensez pas un seul instant que les communes ne travaillent pas ou encore l'État ne travaille pas dessus. La commune travaille. On est d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'on interroge les résultats parce que depuis que l'État ou les communes travaillent, moi j'ai l'impression que c'est le même spectacle. Ça diminue quand même. Un message important avant de vous relancer. Bonsoir Jean-Jacques, je suis moto-taximan à la barrière. On étouffe en journée, c'est la mairie. Dans la nuit, c'est les gendarmes qui viennent se mettre en embuscade au carrefour et arrêtent les motos. On ne sait même plus à quel sens se vouer, surtout avec ces gendarmes. Jean-Jacques, bonne suite d'émission. Il dit, pardon, lis mon message, c'est grave, à la barrière avec les gendarmes. Est-ce que ce qu'on est en train de vouloir régler aujourd'hui, ce n'est pas fuir nos responsabilités, nos manquements d'hier? Si on arrive à cette situation-là, c'est que le politique a laissé faire à un moment donné, en se disant que ouais, je protège mon mandat, ce sont les électeurs potentiels qu'il faut protéger. L'État qui n'a pas la réponse qu'il faut au transport urbain a également laissé faire pour que les gens puissent au moins se déplacer. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de vouloir régler l'affaire par le mauvais bout? Mais c'est ce que nous vivons. Je vous ai dit, c'est l'échec d'abord. C'est l'échec de la gouvernance en matière de transport public. Ça n'existe plus au Cameroun. On est d'accord, on a laissé faire quelque chose. La Sourtuc est partie. Il y a eu une autre compagnie qui est arrivée. Oui, j'ai les cartes là. J'ai les cartes. Voilà. Il y a plus un bus. Il y a 3 compagnies. J'ai vu. C'est dépassé. Non, dépassé. Il a dépassé en quoi? Les bus ne peuvent pas aujourd'hui desservir une ville comme Douala. Pourquoi? Mais il y a un mauvais état de route. C'est donc ça le problème. L'absence des bus est une conséquence. Je suis d'accord. Permettez donc de continuer. Permettez sa lecture d'abord, vous direz la lecture différente après. Nous avons vu tous le ministre, comment on appelle, que tu es allé se balader au Sénégal. Au Sénégal. Pour la solution de mobilité urbaine. Voilà, c'est toujours des projets comme ça qu'on ne verra jamais, ça ne verra jamais un jour. Pour le tramway. Et ils ont eu cette volonté, n'est-ce pas? Non, ça s'est appliqué tout de suite, on a vu. Au Maroc, partout. On est d'accord, la Côte d'Ivoire, c'est déjà là. Le tramway. Oui, ils n'ont pas besoin d'aller d'abord, n'est-ce pas, aller se balader pour venir nous raconter les choses dans quelques jours de la présidentielle. Non, le véritable pour eux, il y a eu échec. Ça, il faut le reconnaître. Et ça se complique tous les jours davantage. Et puis, ceux qui disent qu'un métier, le travail de moto-taxi nourrit son nom, mais c'est un travail pénible. Il y a quelqu'un qui peut nous témoigner là. Parce que les intempéries, je vous raconte ce que j'ai vécu. D'abord la pneumonie. Je vous un bon modèle doit avoir. J'avais déjà là. 3 blousons. J'ai dit notre ami. Moi, j'ai connu un ami qu'on a révoqué à la police. Un inspecteur de police, révoqué de la police. Bel homme, il n'avait pas autre solution que de commencer avec sa doigt là. Pierre son embello. Je vous assure, 2 mois après, ce garçon est devenu noir. Ça dit tous ces anneaux ont tiré son attaque. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Un ancien brun. À la dernière minute, il allait faire l'accident, je vous assure, une partie de son pied. À Douala, il y a à la Kensini un pavillon. Pavillon Benzikin. Vous allez là-bas, vous avez toutes sortes de fractures. Vous voyez, c'est historiquement. Quand on dit, et les gens ont fait mentir toujours quand ils parlent de l'emploi créé par mais j'avais fait 24 km avec un cadavre qu'on avait attaché. Mais j'ai dit tout à l'heure que vous êtes dans un village, on a attaché. C'est on a laissé faire. La route est en mauvaise, je suis tombé le cadavre avec ses morceaux. Nous allons de moderniser notre vie. Mais vous avez eu l'argent. Nous allons à l'émergence
je crois que ce n'est pas avec les motos-taxis. Que l'État trouve une solution. Oui. Il faut déjà, nous avons proposé dans d'autres émissions que nous participions, n'est-ce pas, que l'État arrête le fiche d'entrée des motos. D'abord, il faut contrôler. Parce que les motos... Il faut même arrêter d'abord. Pas une voie unique par laquelle les motos entrent. Hein. Vous allez au nord, vous voyez quelqu'un... Oui, au Nigeria, c'est la moto. Mais comment ça à tout moment. Donc, oui. Tant que l'État ne fait pas ça, pour pouvoir assainir, diminuer d'abord, laisser tout ce qui est déjà là. Parce qu'à un moment, si nous nous posons dans 10 ans, vous allez voir tous ces motos-là, eux-mêmes vont garer. Parce qu'à ce moment, l'État ne peut rien faire avec les motos-taxis. Ils ne peuvent pas. L'État ne peut pas, quelle que soit la puissance de l'État, interdire les motos-taxis. Ça doit nous conduire, n'est-ce pas, non, à une guerre civile. On ne peut plus, c'est fini. Mais il y a des techniques qu'il faut appliquer pour pouvoir, n'est-ce pas. Mais les autres ont réussi. Oui, et l'Afrique de l'Ouest. Oui. Peut-être parce qu'ils ont pris le taureau par les cornes. Le taureau par les cornes. Oui. Essayez de moderniser même d'abord, oui. Moderniser et tout. Vous allez voir petit à petit. C'est pas parce qu'on me plaire à nos quand même partenaires chinois qui vont nous déverser tout ça ici. Non, il faut arrêter avec ça. Parce que sincèrement, la vraie solution, il faut absolument que l'État essaie de voir cette politique de transport public, mettre quelque chose de sérieux et urgent, il faut le faire. Et aider cette jeunesse-là, parce que c'est des décisions, on les accuse de tout, mais en ce moment, ils aident même l'État. Ils aident aussi le pays, parce que le chômage, que ce soit la raison, vraiment ça aide, ça accompagne. Et si vous voyez aussi, au niveau des impôts et autres, ils participent. Ils participent. Mais jusque-là, cela ne doit pas suffire. Parce que nous voulons aller vers l'émergence. Ce Cameroun, cette capitale, Yaoundé ne doit pas rester avec vraiment sous des ordres urbains. On est en train de sortir l'émission avec des propositions. Monsieur Zé, je souscris complètement à l'explication de Dimitri. Ici à Maroua, les agents de la mairie sont plus éducateurs que répresseurs. À 2 reprises, des mototaximens que j'avais pris sont allés faire générer leur plaque d'immatriculation après avoir été sensibilisés par ces agents qui eux-mêmes circulent à moto en fonction des secteurs dont ils ont la charge. Les mototaximens me semblent plus violents là où la répression précède la sensibilisation. Bertrand qui nous écrit depuis Maroua, parce que dans le septentrion, quand on a l'impression que ça marche, il y a un nombre élevé de motos à Garoua ou à Maroua, mais on n'a pas la même situation là-bas. Oui, dans les propositions. Parce que non, chaque zone a des contrôleurs qui le méritent. Oui, il faut chaque zone, je dis clair et net, chaque zone, chaque ville. Il y a des zones où il faut vraiment les ninjas. Non, où il faut vraiment les ninjas. Moi, j'ai pris un exemple et je vous ai dit tantôt ici que vous prenez une ville comme Yaoundé. Pas la méthode de Maroua, c'est plus la sensibilisation. Il y a des gens qui ont bondi sur une moto une fois monté, et puis s'il vous plaît, ne me coupez plus. Allez-y, je voudrais vous dire que en marge de ceux qui bondissent sur les motos, il y a une pléthore qui sensibilise, qui conseille, qui tisse même des grandes complicités avec les motos. Parce que ce que les motomans ne peuvent pas vous dire, c'est que sur 5 qui bondissent, il y a 4 qui sont que leurs amis avec qui ils traitent. Et que parfois, quand le deal n'a pas marché, il dit je te calcule, je vais te prendre. Nous vivons tous les jours. Nous vivons ça tous les jours. Alors, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que nous avons dit les motos, franchement, c'est un secteur aujourd'hui qu'on ne peut que multiplier les efforts pour encadrer. Effectivement, dans mon premier jet ici, j'ai soulevé le problème d'infrastructure routière. Oui. Alors, on ne doit pas voir la dégradation des infrastructures routières comme un échec, comme si on avait déposé, n'est-ce pas, les fonds quelque part et que l'État n'avait pas pris ces fonds. Mais c'est un échec, il n'y en a pas. Non, je dis, le manque, ce que vous manquez, vous ne manquez pas parce que vous avez échoué. Vous pouvez manquer parce que vos moyens ont été limités. Ça, c'est différent de l'échec. Les moyens sont limités. Oui, c'est cela que les routes, la construction des routes nécessite de très grands fonds. On n'a pas qu'est-ce que nous pouvons dire? Non, vraiment, vous savez, ça c'est toujours le mot de passe qui est très facile pour répondre aux questions. Dès qu'on va parler de nous donne des bons, vraiment, les gens ont détourné les 500 milliards. On vous donne des chiffres? Non. Ça, il faut souvent laisser, comme j'ai l'habitude de dire, la justice vous dit même les vrais chiffres qui sont détournés. Et ce qui est détourné, est-ce que ça peut construire 2 routes ou 3 routes? Il n'y a pas d'argent pour aménager. Moi je dis donc, nous sommes... On n'a pas d'argent pour ça. On n'a pas d'argent pour ça. Monsieur Jean Jarzé, si on a une route dégradée,
C'est un problème de moyens. Qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas un problème de volonté seulement en termes de construction des routes. C'est un problème de moyens et de forts moyens. Et c'est la raison pour laquelle... On voit comment vous claquez l'argent ici au Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des réseaux routiers, c'est toujours un partenariat. C'est toujours un soutien extérieur qui nous permet de construire telle route. Parce que les gens ne connaissent pas. Ce ne sont pas généralement nos fonds. Donc c'est relativement cher. Donc je dis, pour l'encadrement des motos, nous le disons, une ville comme Douala, j'exclus d'abord un peu Yaoundé, on peut arriver à un moment où, dans la reprise des routes, on construit ce qu'on appelle les pistes recyclables. Ça, lorsqu'on a ça dans des villes, j'ai eu la chance, n'est-ce pas, de remarquer cela, je crois que c'était au Bénin, où ils ont fait des petites... Mais à chaque endroit, je dis bien, il y a une culture. La culture de la moto en Afrique de l'Ouest, elle est avancée. Vous avez le cas du Burkina. Ça, les Camerounais sont des vantailles, sont plus avancés à acheter les véhicules et tout ça. Eux, c'est la moto, la femme, la moto, l'enfant, la moto, le père, la moto. Et donc, vous voyez que c'est la culture. Vraiment, la régulation ne va pas arriver dans 5 ans. 10 ans. Non, on est condamné. Lorsqu'on ne peut pas faire les routes parce que c'est la base. On peut pas faire les routes, on ne peut pas avoir le transport urbain. On ne peut pas avoir le transport urbain. C'est que vraiment la solution n'est pas à côté. Vous ne l'avez pas en tout cas. Non, la solution réside d'abord au niveau de la sensibilisation. Les gens essaient de retoucher leur mentalité. Nous continuons. Et j'ai dit qu'on ne dise pas qu'ils sont abandonnés. Et je pense qu'il y a beaucoup qui prennent conscience. Mais il y a aussi des délinquants parmi. Et les motos eux-mêmes, les syndicalistes eux-mêmes. Parfois même on a prêté ces syndicalistes pour mettre entre ce que vous appelez les gros bras. Pour traquer, parce que beaucoup sont là et créent des gaffes, alors que ce ne sont même pas des motos terre-semaine. D'accord, on est d'accord qu'il y a des brebis galeuses dans le secteur. Ces brebis galeuses profitent d'une situation. Si on avait aménagé, si on avait arrangé, ils n'en profiteraient pas. Dimitri, comment on fait? Est-ce qu'on a condamné? L'État n'a pas de moyens pour faire les routes, c'est ce que Benoît Fediou dit, donc vraiment, on n'a pas de moyens pour cela. On fait comment? Les motos sont importantes, même dans le cadre du renseignement prévisionnel. C'est le conducteur de moto qui sait exactement qui est-ce qu'il allait déposer dans un quartier. C'est le conducteur du moto du coin qui sait qui rentre souvent tôt le matin ou qui sort tard. Donc on devrait collaborer avec eux. Et moi je poursuis dans le cas d'identification. Parce que si par exemple vous avez une moto où comme des femmes se font souvent arracher des sacs de potes en bordure de route pendant qu'elles attendent le taxi, celui qui vous a arraché par exemple le sac, s'il a un numéro d'immatriculation, à partir de ce numéro, s'il a enregistré quelque part, vous pouvez le rattraper. Si tout est numérisé, vous pouvez le rattraper. Si on met en avant la sensibilisation, vous avez vu par exemple sur les comportements, ceux qui se comportent bizarrement dans la société, il y a les pères éducateurs qui sont sur le terrain, qui sensibilisent, qui font traverser la route aux enfants à certains endroits. On peut également décider dans chaque collectivité d'avoir des équipes qui vont échanger, causer avec ces gens et ceux qui sont identifiables. On peut même faire des supports, des flyers à distribuer à ces conducteurs de moto pour leur dire d'ici là, voilà ce que vous devez faire. Même au niveau de la tenue, c'est quand vous voyez, il vous arrive parfois difficilement de prendre la moto parce que quand vous regardez le conducteur, vous vous demandez parfois s'il est passé par là. Donc, les motos sont importantes. L'État doit accentuer la sensibilisation. On peut par exemple à partir des concessionnaires aussi. Où est-ce que l'on achète les motos? On a de ces circuits informels que vous avez évoqués ici. Il y a des concessionnaires qui sont connus. À partir de l'achat, on peut commencer à identifier ou à suivre celui qui a acheté la moto. Pourquoi le moment venu, on peut l'amener à faire l'assurance, on peut l'amener... Peut-être élargir, comme le dit notre ami Ben Oumar Loukman depuis Douala. Il dit je suis un Ben Skinner, c'est-à-dire mototaximan, pour ceux qui ne connaissent pas nos noms de code ici au Cameroun. Il est très difficile de réguler le secteur des mototaxis dans la ville comme Yaoundé ou Douala. Donnez-nous le travail pour diminuer le chômage et supprimer la circulation dans ces deux villes-là. Il y a également cet aspect-là. On peut aménager, on peut réguler. Mais lorsqu'on voit le nombre de jeunes Camerounais qui sont sur les mototaxis, 300 000 par là, 400 000 un peu plus loin, il y a au fond également la question d'emploi. Il y a beaucoup de désinvolture au niveau de nos dirigeants en ce qui concerne l'encadrement et la gestion des mototaxis. Confier
le secteur des mototaxis aux collectivités territoriales décentralisées. Et que les collectivités territoriales décentralisées s'engagent à habiller les mototaxis, à les immatriculer. Vous immatriculez le conducteur et vous immatriculez son engin. Le conducteur est immatriculé, l'engin est immatriculé. Ça permet le suivi et le contrôle. Épargner ces gens des tracasseries policières et des tracasseries de la police, de la soi-disant police municipale. Sensibiliser avant de réprimer. Prenez le temps pour sensibiliser. À travers des réunions, je vois ailleurs, des réunions de concertation entre l'autorité municipale ou administrative, avec parmi les exposants les chefs d'unité dans les forces de maintien de l'ordre. Vous allez voir un commandant de brigade va prendre un module, le commissaire de sécurité publique va prendre un module. Voilà, il faut que ce soit constant. J'ai vu ça à une certaine période en Fou. Je ne vois pas ça à Yaoundé. Cela, vous allez seulement, avec ça, vous allez retrouver peut-être des brebis galeuses comme partout, mais vous allez avoir des mototaximans qui vont vous respecter parce que vous respectez votre travail, leur travail. Dans la société, l'activité de mototaximan est reléguée au dernier plan. Pourtant, devrait être respectée. Et le chef de l'État a tenu à un moment à faire respecter cette activité. Malheureusement, ceux qui nous gèrent au quotidien pensent que quand tu es mototaximan, tu as raté ta vie. Et quand le mototaximan, dans la psychologie du mototaximan, quand il sait qu'il est le dernier de la société, il vous en veut. Il n'obéit à personne. Il n'obéit à personne. D'accord. Et reste focalisé dans la recherche de son peuple. Comme Thérence et Marie. Merci beaucoup. Et il engage le bras de fer. Merci d'être venu participer à ces échanges. Nous tous, on est des potentiels mototaximens, on en emprunte souvent. L'intérêt de tout, c'est que le secteur soit régulé, que ceux qui font effectivement ce travail puissent vivre de leur travail, que les brebis galeuses soient écartées, mais que on se parle, on sensibilise et on trouve des mesures avec des réunions inclusives qui interrogent les mototaximens eux-mêmes et tous les autres acteurs, parce qu'on ne peut pas faire sans mototaxi. On ne peut plus faire sans mototaxi, mais il faut qu'on fasse avec des mototaxis de qualité qui sont une réponse aux besoins de transport urbain. L'État sait ce qu'il faut faire, aménager les routes, développer le transport urbain, créer des emplois pour diminuer également le nombre de motos-taxis qui s'y retrouvent, parfois malgré eux. Il faut que les gens s'y retrouvent parce qu'ils veulent, et parce que ça peut être un secteur porteur. Je connais des gens qui ont 150 motos à Douala. Et ils vivent pleinement de cette activité-là. Merci d'être venu. Je sors avec un message qui va peut-être nous permettre de développer une thématique très bientôt. Bonsoir Jean-Jacques Zé, je ne sais pas quelle inspiration il a eu. Ma préoccupation est au niveau de l'impôt qu'on appelle redevance audiovisuelle. Pourquoi payer encore cet impôt si pour avoir la CRTV seulement, il faut avoir un décodeur? Voilà. C'est très important. On en parlera. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.